Alors déjà, merci à tous d'être venus cet après-midi pour la table ronde qui est intitulée « Entre pouvoir public et puissance privée, quelle vie citoyenne imaginer ?» Et en fait, nous, dans le groupe qui avons organisé le festival, pendant nos apéros, il y avait un constat qui revenait souvent. À Arles, la Fondation Luma et sa présidente Maya Hoffman tient un discours d'aménageur de la ville. Elle dit par exemple qu'elle souhaite placer Arles sur la carte de l'art contemporain international, désaisonnaliser le tourisme. Les équipes de la Fondation dessinent les plans de l'aménagement du quartier des ateliers, les plans urbanistiques. Bref, la puissance privée prend des allures d'organisateur de la vie publique. En même temps, on apprend aussi que les partenariats publics-privés se multiplient partout en France. On a l'exemple du stade Vélodrome à Marseille, par exemple. Et côté pouvoir public, il y a la question de la métropolisation qui déplace le pouvoir décisionnel à une nouvelle échelle. Il y a l'État qui contractualise avec la commune l'opération cœur de ville et la municipalité qui décide qui bénéficie de ces crédits dans des couloirs des collectivités. Du jour au lendemain aussi, on apprend que le conseil municipal a voté l'implantation d'un nouveau casino à Trinquetail. Et tout ça sans débat ni concertation. Alors donc nous, on s'est demandé quelle place avait le citoyen entre la puissance privée et le pouvoir public. Est-ce qu'on a encore une prise sur cette réalité, sur l'avenir de la ville? Est-ce qu'il y a encore une place? Est-ce qu'on est en capacité, nous, le citoyen, de participer au gouvernement de la ville? Voilà, ce qu'on souhaitait vraiment faire dans ce festival, c'est montrer à quel point tous les travaux des sciences humaines peuvent être profitables dans notre activité sur la vie citoyenne. Ce qu'on souhaitait faire, c'est vous convier à une sorte d'enquête qui va durer à peu près 2 heures. La première problématique en fait, d'une enquête, la première chose, c'est que les réponses qu'on souhaite trouver, en fait, on ne les a pas en soi, ni dans son cœur, ni dans sa tête. Et donc il faut aller les chercher ailleurs, il faut aller les chercher chez les autres personnes, dans ce qu'elles ont vu, dans ce qu'elles ont entendu. Et dans cette idée que les réponses, chacun en a un petit bout, en fait, et qu'il faut les rassembler pour avoir un savoir commun. Et donc c'est aussi le sens du fait de se rassembler aujourd'hui, c'est que ce qu'on souhaite, c'est que chacun va pouvoir apporter chacun un bout de son expérience et qu'on va pouvoir essayer d'élaborer quelque chose ensemble. Il y a un deuxième principe dans une enquête, c'est qu'il faut aussi partir au loin, chercher le savoir qu'on recherche, chercher la réponse qu'on recherche. Et donc, c'est pour ça qu'on a été chercher différents intervenants qui ont travaillé sur différentes villes, différents territoires. Et donc, on a le plaisir, en fait, on a le plaisir de les recevoir. Donc, Florian Besson, qui est historien médiéviste, qui est l'auteur d'un livre, Calnote, un livre d'histoire, qui est aussi le cofondateur en fait, du site Actuel Moyen-Âge, en fait, qui essaie d'éclairer le présent à travers en fait, l'histoire du Moyen-Âge. On accueille aussi donc, Thomas Zanetti, qui est géographe et maître de conférence à l'université Lyon 3, et qui est l'auteur d'une thèse de doctorat qui s'appelle Une ville et sa multinationale, une multinationale et sa ville, qui porte sur les rapports entre l'entreprise Michelin et la ville de Clermont-Ferrand. Et on a invité aussi donc, Nicolas de la Casinière, qui est journaliste et qui est l'auteur entre autres des livres Les prédateurs du béton, enquête sur la multinationale Vinci et les services publics à crédit. Je passe la parole à Émilie en fait, pour le deuxième temps de l'enquête. Voilà, donc effectivement, il y aura un deuxième temps à cette enquête. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura rassemblé les éléments de réponse qu'on pourra avoir face à cette question, on ira chercher au milieu de plusieurs initiatives citoyennes, comme les comités d'intérêt quartier, les associations de terrain, le conseil des sages, en transition, les gilets jaunes et les gens passent. Évidemment, je ne cite pas tout le monde. Donc une initiative qui est très récente, de création de tiers-lieux sur le Pays d'Arles, qui est portée par une association qui s'appelle Vers un tiers-lieu en Pays d'Arles, qui sera représentée aujourd'hui par Sylvie Hernandez et Françoise Lacotte. Et donc ce sera l'occasion, à ce moment-là, de discuter ensemble de quelles solutions on pourrait évidemment apporter pour trouver une place citoyenne. Je voulais préciser que chaque intervention sera suivie d'un moment de discussion où on pourra faire des remarques, des compléments d'information, donner d'autres exemples, poser des questions. Et donc on vous invite vraiment à participer. Donc nous allons commencer par Florian Besson. Nous allons faire un petit saut dans le temps. Donc Florian, comme on le sait tout à l'heure, tu es historien, spécialiste du Moyen-Âge. Je voulais faire un tout petit point vraiment vite fait sur Actuel Moyen-Âge, qui est un blog que
cofondé, parce que vous êtes un comité de chercheurs, c'est ça, donc qui prend les questions d'actualité et tente d'y apporter quelques réponses en illustrant ça par des faits du Moyen-Âge. Et donc ce blog a aussi donné lieu à la publication d'un livre qui s'appelle Actuel Moyen-Âge. Et je vous donne vraiment à y jeter un œil parce que c'est truculent. Voilà, donc on va faire une sorte d'état des lieux et une mise en perspective du coup de cette question de la place du citoyen et partir donc au Moyen-Âge. Et je voulais savoir quels pouvaient être les acteurs du gouvernement de la ville au Moyen-Âge. Merci beaucoup évidemment pour l'invitation. Merci à tous les organisateurs, les organisatrices du festival. C'était très chouette, je suis content d'être là. Et merci à vous aussi d'être venus pour nous parler de la ville. J'ai oublié la question qui était les acteurs du gouvernement de la ville. Ça commence très bien. Alors les acteurs du gouvernement de la ville médiévale, la ville des villes, au Moyen-Âge évidemment, même si l'essentiel de la population est rurale, l'essentiel ça veut dire entre 95 et 99% de la population qui est à la campagne, mais il y a des villes, y compris des grandes villes, qui ont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'habitants en Occident, plus du côté du monde islamique avec des immenses villes comme Cordoue ou Bagdad. On va rester du côté occidental. Je disais donc les acteurs de la ville au Moyen-Âge. Donc la ville au Moyen-Âge, c'est une mosaïque de droits. Ça veut dire qu'en fait, la ville, elle n'est pas possédée comme aujourd'hui par un pouvoir public. La notion même de public, elle fonctionne assez mal. Elle est au contraire divisée entre plusieurs acteurs qui n'ont pas tous les mêmes statuts et qui possèdent des parties de la ville. Typiquement, Marseille, pour prendre un exemple local, est divisée pendant plusieurs siècles entre l'évêque, donc qui possède tout le quartier aujourd'hui du Panier, et puis le comte de Marseille, qui évidemment possède tout l'autre côté, notamment tout le côté du Vieux-Port. Et en fait, même ça, c'est déjà pas assez précis, puisqu'en fait, dès qu'on zoome à l'échelle locale, on se rend compte que c'est vraiment un tissu, une espèce de millefeuille de droits et de pouvoirs, qui possède qui une rue, qui un quartier, qui telles habitations. Et en fait, c'est jamais continu. C'est-à-dire que typiquement, l'évêque ne possède pas un quartier cohérent où il y aurait des murs autour en disant c'est le quartier de l'évêque. Il va posséder des biens un peu partout. Dans tel endroit, il aura une maison, puis ici, il aura un établissement de bain, et puis ici, il aura une chapelle. Et puis, vu que le comte lui-même possède des choses un peu partout, puis d'un moment, le roi aussi, et puis le comte de Provence, et puis également le duc de Savoie, etc. Tout le monde possède des morceaux de la ville. Et donc, évidemment, ça donne des choses extrêmement compliquées. Alors, comme vous l'imaginez bien. Et puis, il y a les propriétaires privés qui possèdent leur maison. Et là aussi, on a un éparpillement, un morcellement de la propriété qui est caractéristique du Moyen-Âge. Aujourd'hui, vous supportez probablement les conseils de copropriété. Vous savez que c'est galère dès qu'on est 10 ou 12. Au Moyen-Âge, on a fréquemment des gens qui possèdent des parties infimes de propriété urbaine. Donc, qui vont par exemple jusqu'à 1/274e de tel immeuble ou de telle rue. Et ils sont très fiers de leur partie et ils tiennent évidemment à être associés aux décisions. Ça doit donner des réunions assez galères, moi j'imagine. Alors qu'il y a 300 ou 400 personnes qui doivent donner leur avis sur ce qu'on fait de la ville. Et du coup, est-ce qu'il existe une notion d'espace public au Moyen-Âge? Alors, ce qui est très intéressant, justement, c'est que cette notion d'espace public, qui va un peu de soi aujourd'hui pour nous, en fait, elle s'invente. Comme tout le reste, elle est historiquement construite. Et précisément, c'est une des grandes inventions du Moyen-Âge. C'est l'une des choses vraiment que les siècles médiévaux nous ont léguées. C'est-à-dire, c'est une idée, l'idée même de public, l'idée d'espace public, qui émerge petit à petit. Au tournant du XIIe siècle, au moment justement de la croissance urbaine, il y a de plus en plus de gens en ville. Et du coup, il y a des nouveaux défis qui se posent, des défis très concrets. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Une ville de 30 000 habitants, ça produit un paquet de déchets. Il n'y a évidemment pas tout à l'égout. Qu'est-ce qu'on fait des rues? Qui s'occupe des rues? Qui reconstruit quand il y a eu un incendie? Qui paye pour les remparts? Qui garde les portes? Et qui s'occupe de l'eau, etc., etc. Toutes ces questions, elles se posent concrètement aux gens de l'époque. Ils tentent d'y répondre en bricolant. Et petit à petit, ils inventent cette notion de quelque chose qui est plus que ce qu'une personne peut s'approprier. Et petit à petit, ça va un peu plus loin, l'espace public, ça devient quelque chose qui est plus que ce que l'ensemble des personnes, même réunies, peuvent s'approprier. C'est-à-dire, c'est encore comme ça qu'on le définit aujourd'hui. Et typiquement, l'un des grands lieux de fabrication de l'espace public, c'est la rue. Alors, la rue qu'on traverse aujourd'hui sans l'interroger, et qui, évidemment, donc, pendant longtemps, les rues, elles sont appropriées. Typiquement, dans les communes italiennes, la rue, elle appartient à celui qui possède là où les maisons qu'il aborde. Donc, il peut la barrer, par exemple, il peut en interdire le passage. C'est sa rue, c'est son quartier. Et puis petit à petit, on comprend bien que c'est pas possible, parce que l'équilibre de la ville dépend notamment de la libre circulation des gens partout. Et donc, le pouvoir dominant dans la ville affirme que la rue appartient à tout le monde. Idem pour la fontaine, c'est-à-dire que personne ne peut se l'approprier. Et donc, on voit apparaître au XIIIe, XIVe siècle les premières mesures qui vont interdire
à un propriétaire, par exemple, qui tient un bar, qui tient une auberge, qui va lui interdire de mettre des tables le long de toute la rue, puisque la rue n'est pas à lui. Donc il doit laisser toujours le passage. On va interdire à quelqu'un qui détruit sa maison, on va lui interdire de faire des travaux qui détruiraient la rue en même temps, ainsi de suite, etc. etc. Alors j'insiste sur le fait que tout ça c'est très long, c'est pas linéaire, ça se réinvente à plein de moments, à plein de façons différentes, mais petit à petit, toutes ces expériences, elles se coagulent, elles se cristallisent et ça forme un nouveau mot qui apparaît dans les chartes au XIIe siècle, le mot de public, publicable, et on en hérite vraiment très directement. Avec la naissance de cet espace public, est-ce qu'on peut déjà parler au Moyen-Âge d'initiatives citoyennes, alors peut-être que le mot est mal choisi, de gens qui se seraient appropriés des morceaux de ville qui auraient fait des initiatives citoyennes? Alors bon, effectivement, citoyen ça marche pas trop, ça renvoie plus à une identité politique. Au Moyen-Âge, on est très fier d'être bourgeois de sa ville, non pas au sens social et économique aujourd'hui. Bourgeois, c'est vraiment au sens politique, hein, c'est habitant de la ville et quelqu'un qui s'investit dans la ville. Et effectivement, être bourgeois, on attend des bourgeois qui s'investissent dans le tissu urbain, donc qui prennent en charge, en fait, très concrètement, on attend d'eux qui mettent la main à la poche et qui payent pour réparer les remparts, qui payent pour s'occuper des fontaines, qui fassent un ensemble d'actions urbaines qui, en échange, leur donnent, typiquement dans les communes italiennes, dans les communes en Flandre, leur donnent l'accès à un certain pouvoir politique. Il y a l'idée des deux qui sont corrélées, hein, la richesse oblige, et en échange, ce qu'on fait pour la ville donne accès à un certain pouvoir à l'échelle de la ville. Et donc du coup, est-ce qu'on peut développer un petit peu ce fameux statut bourgeois? Est-ce qu'il a des droits particuliers du moment qu'il est dans une zone urbaine par rapport aux zones rurales? Est-ce qu'il a des devoirs aussi? Alors bourgeois, effectivement, c'est un statut juridique, ça veut dire qu'on est reconnu bourgeois, il y a un ensemble de critères qu'il faut remplir. Là aussi, ça varie énormément. Vous savez que le Moyen-Âge, c'est très long, ça dure plus de 1000 ans sur l'ensemble d'un continent. Donc les situations, elles ont énormément évolué en fonction des moments, des espaces. La plupart du temps, être bourgeois, ça veut dire vivre en ville, avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui sa résidence principale en ville, y passer un certain nombre de jours par an. En fonction des villes, en fonction des moments, on insiste sur une clause d'exclusivité, c'est-à-dire on ne peut être bourgeois que d'une seule ville, exactement comme aujourd'hui vous êtes habitant d'une seule ville, même si en fait vous vivez entre plusieurs lieux, vous payez vos impôts locaux typiquement que dans une seule ville. Bon, si ce n'est pas le cas, c'est que vous remplissez mal votre déclaration d'impôt, coupez-vous-en. Et en échange, effectivement, la plupart du temps, les bourgeois, ils ont donc un certain nombre de devoirs, on l'a dit, et un certain nombre de droits. Dans ces communes italiennes, Venise, Florence, Gênes, Pise, où s'invente une forme, non pas de démocratie, mais de république, de pouvoir politique géré en commun, les charges municipales, elles sont accessibles aux bourgeois de la ville. Et en fait, c'est par là que le bourgeois en vient à prendre un sens social petit à petit qu'il n'avait pas au début. Au début, le bourgeois, c'est l'habitant du bourg. C'est vraiment celui qui vit en ville. Et petit à petit, les bourgeois vont désigner la partie la plus riche de la population, donc une petite élite, une petite frange de plus en plus réduite avec le temps et qui s'accapare, qui monopolise l'ensemble des pouvoirs, pas politiques, mais l'ensemble des pouvoirs municipaux, l'ensemble des charges municipales. Là aussi, c'est quelque chose évidemment dont on hérite, même si c'est sûrement moins agréable que l'espace public. Du coup, il y a une figure du maire, déjà, au Moyen-Âge. Oui, beaucoup. Dans beaucoup de villes, en fait, au XIIe siècle, hein, avec donc, cette croissance urbaine, il y a de nombreux citadins qui revendiquent une forme d'autonomie par rapport au pouvoir, typiquement par rapport au pouvoir de l'évêque, ou du comte, ou du roi, et donc se forment ce qu'on appelle les communes, c'est-à-dire des villes plus ou moins libres, qui ont un statut d'autonomie garanti par une charte. Donc typiquement, le roi donne une charte à telle ville en disant « je reconnais l'autonomie de la ville, je lui donne le droit d'élire ses propres magistrats, de gérer ses propres impôts, etc. etc. » Et effectivement, la plupart du temps, hein, dans les magistrats, il y a un magistrat qui domine. Dans le sud de la France, c'est le maire. Le maire, ça vient du latin un major, c'est-à-dire c'est le premier, le plus grand, donc c'est le premier des officiers. Au nord de la France, on va appeler ça les échevins, plutôt. Donc là, c'est plutôt un conseil régional de plusieurs, mais c'est des fonctions qui sont effectivement directement médiévales. Alors, il y a des exemples, effectivement, le maire de Poitiers, il a attesté au moment de la fondation de Poitiers en commune, donc on est au milieu du XIIe siècle, donc ça fait quasiment 900 ans qu'il y a d'une façon quasi ininterrompue un maire de Poitiers. Même si évidemment la fonction a beaucoup évolué dans la forme, le mot en tout cas reste le même. Très bien. On peut peut-être passer un petit moment de questions. Florian, je pense, a quasiment réponse à tout. Vous pouvez y aller. Non, pas du tout. Mais vous pouvez quand même y aller. Qui aurait une question? J'ai trouvé intéressante la remarque sur le bourgeois qui a
une obligation de mettre la main à la poche. Ça nous interroge sur la place des riches aujourd'hui. Donc est-ce que cette obligation qui serait de l'ordre des devoirs, alors qu'on parle souvent plutôt des droits, mais là, comme un devoir, est-ce que c'est une vision un peu idéalisée de votre part? Ou est-ce que vraiment il y a cette notion de devoir? Est-ce que c'est un devoir moral? Est-ce que, voilà, est-ce que vous pourriez un petit peu développer cette notion de devoir bourgeois? C'est un devoir moral, mais là qui pèse sur l'ensemble des chrétiens, qui prend la forme de la charité chrétienne, là canalisée par l'Église, c'est-à-dire qu'on attend des chrétiens qui donnent et qui donnent aux pauvres. C'est un devoir moral évidemment beaucoup plus fort à l'époque qu'il ne l'est maintenant, du fait du poids concret de l'Église sur les structures sociales et sur les mentalités. Et à côté de ça, le fait de donner, c'est aussi un devoir juridique fixé. Souvent, les communes en fait peuvent attaquer l'un de leurs bourgeois, on peut perdre le statut de bourgeois si la commune estime qu'on n'a pas suffisamment contribué à la ville, ou typiquement dans le cadre des conflits, si on a trahi sa ville. On imagine bien dans les conflits entre cités italiennes, on imagine bien qu'à priori, si vous trahissez Florence pour Venise, a priori, vous allez vous faire virer de Florence. Donc la commune confisque vos biens, vire votre famille, en fonction des moments plus ou moins étrique votre famille, ça dépend des moments, mais en tout cas on peut perdre son statut de bourgeois. Donc il a un vrai devoir de contribuer à la ville. Qui n'empêche pas encore une fois l'enrichissement croissant des bourgeois et leur accaparement des fonctions. Les deux sont pas incompatibles. Merci. Vous dites que la notion d'espace public est apparue au XIIe siècle. Qu'en est-il alors par rapport à la romanité où quand même l'expression res publica est née? Oui, vous avez entièrement raison de le dire. En fait, à chaque fois que je dis apparu, je voudrais largement dire réapparu. C'est exactement comme la réflexion sur les déchets, c'est une question qui se repose. La Rome républicaine, c'est 1 million d'habitants, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des façons de gérer l'espace public, mais en fait, c'est des choses qui se sont perdues, qui se sont oubliées au moment de l'effondrement urbain, donc entre le 5e, 6e, 7e siècle, c'est des choses en fait qu'on a oubliées. Parce que, exactement comme je disais, que tout peut se créer, tout peut s'oublier en histoire, et l'histoire elle nous montre de nombreux exemples de choses qu'on prend pour acquis et qui disparaissent pendant plusieurs siècles avant de réapparaître. Donc effectivement au moment de la Rome antique, au moment des siècles, à Athènes, à Sparte, il y a un sens de l'espace public qui est de la police grecque, de l'ours latine, et qui est très différente de ce que va être la ville médiévale. C'est l'espace public qui ne passe pas, il ne s'articule pas autour des mêmes lieux, il ne se construit pas de la même façon, il n'est pas ancré dans les mêmes points de droit, mais il y a déjà une notion de public. Simplement, elle disparaît pendant longtemps avant de refaire surface. Vous pouvez nous parler un peu de cet effondrement urbain? Vous avez des connaissances? Ouais, alors l'effondrement urbain, il est lié directement à l'effondrement de l'Empire. Alors pendant longtemps, vous savez qu'on a eu une vision assez apocalyptique de ces siècles, le siècle des invasions barbares, etc. Donc aujourd'hui, les historiens et historiennes ont beaucoup retravaillé ça. C'est beaucoup moins violent qu'on l'a dit, c'est plus graduel, etc. Mais l'un des faits évidents, et qui se mesure très bien parce que ça se mesure en archéologie, c'est l'effondrement des villes. C'est-à-dire qu'on avait des grandes villes, parce que la civilisation romaine, c'est une civilisation de la ville. La romanisation, elle part de la ville, l'identité romaine, elle s'ancre dans la ville. Une des façons de dire Rome en latin, c'est l'urbs, ça veut dire la ville. Donc ça montre vraiment que les Romains ils font un équivalent total entre la forme urbaine et leur civilisation. Et entre le 5e et le 7e siècle, il y a un effondrement des villes qui est marqué du coup par le repli de l'habitat urbain. Et typiquement, Rome, voilà, la Rome impériale, c'est la plus grande ville du monde, peut-être 1 million d'habitants. Et au moment du Moyen-Âge, elle se rétracte complètement, ce qui fait qu'en fait, les habitants ne vivent plus que dans un micro-quartier au milieu d'une ville immense. Donc petit à petit, ils vont en fait cannibaliser les bâtiments pour reconstruire les leurs, etc. Et tout le reste s'effondre. En fait, on a un peu le même phénomène partout. On voit bien en archéologie, vraiment, les villes médiévales, elles sont minuscules comparées aux immenses villes romaines dont les murailles étaient très grandes. On le voit bien dans les chroniques, par exemple, au 6e, 7e siècle, les chroniques en permanence disent qu'il n'y a pas assez d'habitants pour défendre l'intégralité des murailles, parce que les murailles sont construites pour la ville romaine. Donc, évidemment, quand on passe de Cologne, 100 000 habitants, à Cologne, 5 000 habitants, ça ne suffit plus pour défendre les murailles qui ont été construites pour 100 000 habitants. Donc il y a un ensemble de problèmes comme ça. Et c'est relié plus globalement à un effondrement pareil de l'infrastructure du réseau routier romain, des aqueducs de Rome. En fait, il y a un certain nombre de savoirs qui se perdent. On ne sait plus comment entretenir les routes, on ne sait plus comment entretenir les aqueducs. Petit à petit, ça s'effondre avant qu'au 12e, 13e, on reconstruise à nouveau un réseau. Socialement, ça fait quelles conditions?
socialement, en fait, ça crée, socialement et même symboliquement, ça transforme l'importance de la ville. C'est-à-dire que les civilisations médiévales, c'est des civilisations rurales, la richesse, elle doit être beaucoup plus produite en ville, et pendant longtemps, la ville, elle devient répulsive dans les textes, alors qu'elle était évidemment très attractive à Rome, et les auteurs des 6e et 8e siècles, ils ont une vision très négative de la ville. La ville, c'est le bruit, c'est le chaos, c'est la richesse c'est un péché, etc. Donc il y a une vision très noire de la ville. Et je pense que du coup, c'est plus du tout en fait la même. Si on pouvait remonter dans le temps entre le 1er siècle et le 8e siècle, les villes elles n'ont plus rien à voir, ni dans l'aspect, ni dans le paysage sonore, ni dans le paysage, ni dans les odeurs, etc. Il y a tout ça qui a été transformé. Donc Thomas, tu es géographe, tu travailles sur les rapports de pouvoir au sein des villes. Tu as passé plusieurs années, comme tu l'as dit, dans les archives municipales de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur les rapports en fait, sur le gouvernement d'une ville en fait, aussi liée à la multinationale de Michelin? Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, merci aux organisateurs, organisatrices pour l'invitation et pour l'accueil. Donc moi, voilà, j'ai été contacté pour parler de Michelin et de Clermont. Alors, je suis clermontois, donc j'ai été nourri par Louis-Vendôme. En fait, c'est faux. Mes parents ne travaillaient pas chez Michelin, mais voilà, à Clermont, il y a tout un discours de dire sans Michelin, on serait rien. On serait resté une espèce de... On serait resté au 19e siècle, en fait, finalement. Donc c'est un discours qui est quand même important aussi pour comprendre comment la ville, encore aujourd'hui, elle se gère. Donc souvent, quand je parle de ça, je montre des photos des obsèques des deux derniers patrons Michelin. C'est pas très joyeux, mais ça montre finalement le monde qu'il y a eu aux enterrements de François et Édouard Michelin, les deux derniers patrons de la dynastie. Donc 15 000 personnes en tout autour de la cathédrale, écran géant dans le stade de rugby, écran géant sur la place de la cathédrale, mais sans grande pompe. Ça montre un peu justement ce lien entre une grande entreprise qui est quand même connue de beaucoup de gens et une ville qui est connue de beaucoup moins de gens et qui n'a pas vraiment la même image. Et donc on parle souvent comme ça de Michelinville, résume un peu Clermont à Michelinville, ce qui n'est pas totalement vrai parce qu'il y a plutôt une ville Michelin dans Clermont-Ferrand que Clermont serait Michelinville, mais en tout cas il y a cette association entre une ville et une entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement Michelin c'est une multinationale depuis toujours. C'est implanté dans, je ne sais plus le nombre de pays aujourd'hui, mais il y a 110 000 salariés, il y a 120 nationalités différentes, enfin ils sont partout. C'est implanté à l'international depuis tellement longtemps que les Italiens croient que Michelin est une entreprise italienne, puisqu'ils sont implantés depuis presque 120 ans aussi à Turin. Donc voilà, il y a cette confusion presque entre une ville et une entreprise. Et donc moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était aussi un peu une enquête. Et la question de l'enquête, c'était pourquoi Michelin est resté dans une ville comme Clermont? C'est pas très sexy pour eux et ils devraient être dans un plus grand endroit. Je répète encore que je suis clermontois, donc il y a d'autres choses qui se jouent sur moi. Et donc résultat, il y avait des arguments qui sortaient. Il y avait un argument un peu éthique, un peu moral, responsable, donc on a du mal à croire de la part d'une grande entreprise de dire bon ben voilà, on est là depuis longtemps. On a un contrat moral tacite un peu avec la ville. Il y avait des raisons beaucoup plus pragmatiques qui étaient énoncées aussi de dire ça marche ici depuis toujours, ça coûte quand même très cher de déplacer toutes ces usines, tous ces trucs, donc on va pas prendre le risque. Et puis il y avait aussi un argument d'image de dire si on partait on serait quand même un peu mal. Et très vite, moi l'hypothèse c'était quand même qu'il y avait une espèce de situation de domination sur la ville et sur l'espace et sur la société, sur le territoire, une rente de domination puisqu'elle est longue qui permettait à Michelin de profiter de certaines choses. Et donc, en fait, en 3 temps, l'idée de montrer cet ancrage, de justifier cet ancrage, donc de montrer en 3 temps, c'est que d'abord, il y a un temps ancien d'appropriation et de construction de la ville et du territoire. En fait, quand Michelin naît à la fin du 19e siècle, ces deux frères qui sont débarqués de Paris pour sauver la petite entreprise familiale, donc ils n'ont pas spécialement envie de venir, mais ils trouvent des avantages très précis, et notamment le fait que Clermont c'est Clermont et Montferrand, donc il y a 2 villes qui sont séparées par un peu un no man's land, mais en tout cas par un territoire qui n'est pas urbanisé, avec des terres maraîchères, viticoles, etc. Donc ils ont un espace là énorme et ils vont pouvoir créer leur Michelinville justement dans cet espace entre Clermont et Montferrand, donc le long d'une grande avenue. Donc ils vont créer plein de villes. Donc il y a un mouvement d'abord d'appropriation, d'expropriation et d'appropriation de l'espace. Ils vont racheter beaucoup de terres pas très cher.
puis ils vont construire des usines. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement social, d'encadrement, de qualification sociale de cet espace. Et donc, c'est tout le système paternaliste. Alors, Michelin n'a rien fait d'original, mais alors, ils l'ont poussé très 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 loin. Et donc, ils ont créé un système d'encadrement et de reproduction de la force sociale de travail des ouvriers, parce que Clermont n'était pas une ville ouvrière. Et donc, ils ont créé tout un système qui accompagne finalement l'ouvrier du berceau à la tombe, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est dans une ville Michelin, et puis on meurt. Quand on meurt, il y a un corbillard qui est monté, qui est prêté par l'entreprise, qui roule sur des pneus Michelin, quand même, le meilleur confort du défunt, et qui est enterré. Alors, il n'y a pas de cimetière Michelin, donc il est enterré dans un cimetière où il y a beaucoup de gens de chez Michelin, et la veuve ensuite perçoit une pension versée par l'entreprise pour les efforts de son mari dans l'atelier. Donc on a vraiment cette... et puis entre les deux, il y a des écoles, avec beaucoup de gens, il y a des cités Michelin. Michelin a eu jusqu'à 8000 logements à Clermont, donc ça représente quand même beaucoup de personnes, dans une ville qui fait 120 000, 130 000 habitants à l'époque. C'est quasiment tout sur le territoire de la commune de Clermont, même s'il y a eu un essaimage ensuite. Il y a des coopératives, donc des supermarchés Michelin. Alors c'est très pratique pour l'entreprise parce qu'elle verse le salaire, puis elle en récupère une partie quand l'ouvrier fait ses courses et paye son loyer. C'est aussi très utile pour finalement récupérer une partie de cette course. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses comme ça. Donc, je disais que moi je n'ai pas été trop dans l'ombre pour porter du bain d'homme, mais ma mère m'a souvent dit j'ai appris à nager dans la piscine de Michelin avec un bain d'homme qui crachait de l'eau. C'est-à-dire que c'était la première piscine de la ville. Enfin voilà, il y a énormément d'équipements comme ça. Donc ça va durer jusqu'aux années 60, 70, ce qui est très tardif pour une entreprise paternaliste, un grand paternalisme. Et genre le terme de paternalisme il est déjà critique. Le patronage industriel, c'est la version positive, catholicisme social, et le paternalisme, c'est déjà en fait une critique de ça. Et quand les autres arrêtent dans les années 20, Michelin il renforce, et jusqu'aux années 70-80. Et puis ça s'arrête dans les années 80, ils vendent les cités, ils vendent un peu tous leurs équipements. Et là on se dit, Michelin en fait se normalise et devient un peu une entreprise comme les autres, ils partent à l'international, il y a des plans sociaux, et donc voilà, on se dit c'est devenu une entreprise un peu comme les autres. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis les années 90, il y a de nouveau, il y a toujours eu, il y a encore un système d'encadrement de la force de travail, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas des ouvriers paysans, c'est des cadres et des ingénieurs, mais aussi on les prend en charge. Avant, on voulait un peu disciplinariser la classe ouvrière. Aujourd'hui, on veut plutôt accompagner le cadre, faire qu'il se sente bien, et puis bon, il faut l'attirer à Clermont, etc. Donc on a en fait beaucoup de services qui sont encore présents dans les entreprises, des crèches, des boulangeries, des agences de voyage. Voilà, tout est fait finalement pour que le cadre, quand il arrive dans l'usine, mais dans le centre de recherche de chez Michelin, il pense à rien d'autre que son travail. C'est la même logique d'encadrement de la force de travail, de l'amener à être productif, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on dit que c'est pour le bien-être, l'épanouissement des salariés, l'espèce de coworking autonome, flexible, etc. En fait, c'est vraiment toujours une forme de contrôle du salarié pour qu'il soit très efficace. Et je crois que tu veux nous parler aussi, de la manière dont Michelin en fait pesait aussi sur la politique municipale. Alors, il y a ça, et avant, il y a l'économie locale. Mais j'en ai déjà parlé en plus. Mais en fait, il y a trois plans, on peut dire, de domination de Michelin sur son territoire ou sur la ville. Il y a un plan socio-urbain que j'ai exposé, il y a un plan économique évidemment, et puis il y a un plan politique. Donc le plan économique, c'est en fait que Michelin, ils arrivent dans une région, ils se basent sur une petite entreprise au départ, mais voilà, une région qui n'est pas industrielle, qui n'est pas ouvrière, et ils vont profiter d'opportunités en fait qui vont permettre d'avoir beaucoup de main-d'œuvre. Et une des opportunités, qui est un peu exagérée, mais qui est là, c'est quand même une crise viticole, puisqu'il y a le phylloxéra à cette époque qui touche le vignoble clermontois. Donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans travail dans les terres viticoles autour de Clermont. Et Michelin, il y a un appel d'air. Donc au début, c'est des gens qui sont ouvriers paysans, qui font l'usine et puis qui retournent travailler leurs terres s'ils en ont. Et puis petit à petit, ça va, on va les acculturer comme ça au travail industriel. Donc ils vont transformer une main-d'œuvre paysanne en main-d'œuvre industrielle. Et des fois, à Clermont, on s'est tapé 100 ans de piquette alors qu'on avait un très bon terroir pour faire du vin et que s'il n'y avait pas eu Michelin, les gens seraient retournés à la vigne du phylloxéra et là, personne n'est retourné. Donc voilà, on n'a pas eu... En fait, c'est tout ça pour dire qu'il aurait pu se passer autre chose. Effectivement, Michelin a construit Clermont, et s'il n'y a plus Michelin, il va s'en autre chose. Et donc, ça c'est la première phase, c'est le fait d'avoir vraiment une main-d'œuvre disponible qui peut travailler dans l'entreprise.
Et puis très vite, Michelin, en fait, il y a plusieurs entreprises du caoutchouc, hein, clairement, la capitale mondiale du caoutchouc au début du XXe siècle, il y a 6 entreprises différentes, puis Michelin les avale, et puis très vite devient vraiment la seule entreprise. Donc il y a aussi voilà, une carte des compétences, des ingénieurs de boîte, voilà, au-delà de la main-d'œuvre. Voilà. Et donc il y a 18 000 salariés chez Michelin en 1920, 2025, donc c'est énorme évidemment à l'échelle de l'année. Donc voilà, Michelin, il y a cette domination économique très forte, et ça aussi, on peut se dire, pourquoi finalement ils sont restés alors qu'eux, ils sont plus une industrie de main-d'œuvre clairement, ils n'ont plus besoin, a priori, d'autant de main-d'œuvre paysanne comme au début de l'industrie. Et parce qu'ils ont pu profiter d'autres ressources territoriales un peu spécifiques, et notamment le fait de pouvoir développer la formation. Alors au début, ils avaient des écoles, puis après, ils ont des écoles primaires. Après, ils ont eu des écoles d'ingénieurs qui ont fait énormément avec la ville. Ils ont créé un pôle de compétitivité, ils ont créé un quartier numérique avec des startups sur la mobilité. En fait, finalement, ils déterminent un peu l'écosystème économique local autour de leurs besoins productifs directs. Donc, on va retrouver voilà ce quartier numérique dont je parlais, le pôle de compétitivité. Alors, tout ça avec des sous publics, hein, le CICE, etc. Donc, ils captent finalement tous les investissements publics qui peuvent être faits, les subventions, pour les mettre dans leur système privé. Il y a même un laboratoire de recherche qui a été créé récemment, public-privé. On va parler des partenariats public-privé. Donc un labo de recherche public-privé avec des équipes de recherche publique sur un site Michelin. Enfin voilà, clairement ça gêne personne finalement de voir des sous comme ça universitaires qui sont utilisés directement pour l'entreprise. Donc ça c'est le deuxième plan vraiment de domination économique, et donc il y a un troisième plan. Grégory a déjà annoncé. On a parlé, c'est aussi le point politique en fait. Voilà, donc en fait tout ça ne peut pas se passer évidemment sans lien avec une ville. Parce que clairement ça peut être pas la plus grande ville avec le plus grand pouvoir politique, c'est quand même une ville, c'est pas une entreprise qui se crée sur rien du tout, donc il y a une mairie, il y a un pouvoir politique local. Au début du XXe siècle, quand Michelin arrive, il y a en fait la mairie est dépassée, donc Michelin s'approprie très facilement l'espace, construit ses cités, ils font tout un peu dans leur coin presque. Même si des fois il y a quand même des liens qui sont obligés, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir notamment juridique sur l'espace. Et il y a une anecdote qui est assez parlante, c'est qu'à une époque, dans les années 20, Michelin veut agrandir, du moins regrouper deux parties de son site principal, et il y a une rue en fait qui traverse les deux, une rue publique. Et donc ils demandent à la mairie s'ils ne peuvent pas avoir la rue, et payer pour avoir la rue en échange. Il trouve que si on ferme la rue, il y a tout un quartier qui est un peu bloqué derrière l'usine, qui ne peut plus vraiment accéder au centre-ville. Donc la mairie va dire non, assez courageusement, ce qui est rare à l'époque, hein, parce que les Michelin sont vus comme des capitaines d'industrie extrêmement modernes, éclairés, enfin qui transforment la ville en un bouillonnement industriel. Donc la mairie va dire non, et Michelin va dire écoutez, c'est comme ça, on se délocalise à Bourges. Alors ça va très bien passer, parce que pourquoi Bourges? Voilà, c'est difficile quand même, on est une petite ville, mais on a un niveau quand même de fierté contre le Berry. Mais donc résultat, voilà, en tout cas il y a cette menace, ce chantage à la délocalisation qui est très fort, et puis un arrangement va être trouvé, c'est-à-dire qu'on va laisser, la mairie va laisser à Michelin cette rue qui va être privatisée, et Michelin va accepter en échange de construire une partie du boulevard, un des premiers grands boulevards qui permet au quartier qui était bloqué de se rapprocher finalement de centre-ville. Donc Michelin en fait va construire un boulevard public. Donc là, la mairie elle est contente, hein, parce qu'elle n'a pas beaucoup de sous, et Michelin en fait, se met à construire des espaces publics qui sont des espaces publics. Donc ça, c'est le premier plan. Et après, finalement, quand Michelin va partir un peu de Clermont, il va y avoir des plans sociaux, il va y avoir beaucoup de personnes, d'ouvriers en moins. La ville et Michelin vont se rapprocher, les collectifs vont se rapprocher et vont essayer de créer un partenariat. On va parler de ce partenariat privé. Là, en fait, c'est une ville qui est gérée sous la forme d'un partenariat privé, mais entre une entreprise et une collectivité, et sans cadre juridique. C'est une habitude un type de gouvernement. Et donc là, il va y avoir des liens, on se resserrer au moment où Michelin part. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a un très fort intérêt commun entre Michelin et la mairie, qui est très assumé. Hein. Par exemple, c'était un peu plus... Je précise que Clermont est gouverné par le Parti Socialiste depuis la Libération, avec Franck Etner, et que cet arrangement il permet de préserver la paix sociale pour Michelin, de ne pas se mettre à dos la principale entreprise pour la municipalité. Et donc aujourd'hui, il y a un intérêt très fort, notamment sur les politiques urbaines, puisqu'il y a un intérêt commun, une contrainte commune, c'est d'une part pour la ville attirer des habitants, parce qu'on est en Auvergne, on perd des habitants. Alors, vous savez, aujourd'hui les élus, hein, c'est la paranoïa de disparaître, faut être attractif, c'est monomaniaque.
Donc il y a cette peur d'être satellisé, de perdre l'université, de perdre le CHU. Et Michelin, eh ben, il faut attirer des cadres étrangers, parisiens, c'est encore pire, à Clermont. Généralement, les gens veulent aller chez Michelin, c'est une boîte qui attire beaucoup, mais quand on leur dit qu'il faut venir à Clermont, eh ben, il y a un blanc souvent au bout du film, surtout chez les Français en fait, plutôt, que chez les Américains qui viennent du fin fond du Montana, trouvent un peu les mêmes conditions en hiver. Mais voilà, donc c'est très dur d'attirer finalement ces populations. Et donc il y a un intérêt très fort sur les politiques urbaines. Là c'est étonnant, parce que Michelin est devenu un opérateur politique publique urbaine, que ce soit dans des choses qui concernent directement ces sites, donc ces sites qui sont reconvertis. On a construit un hôpital sur un des sites Michelin, qui était très pollué d'ailleurs, un hôpital mère-enfant sur un terrain très pollué, donc il y a des petits arrangements là aussi. L'offre de santé, c'est quelque chose que regarde beaucoup les cadres, donc c'est pas choisi au hasard. Il y a eu un hôtel 4 étoiles, parce que quand il y a le patron de Toyota qui vient à Clermont pour aller voir le Michelin, bah, d'habitude il allait à Vichy ou il allait ailleurs s'il n'y avait pas d'hôtel pour lui, enfin son standing, donc quand il y a un hôtel 4 étoiles, il y a un tramway sur pneus, évidemment. Alors ça c'était très compliqué parce que à l'époque la technologie n'existait pas, donc le tramway sur rail a commencé, puis un jour le patron de Michelin il a appelé le maire et dit non ça suffit, je vais licencier de toute façon, mais si tu fais pas un tramway, si tu fais un tramway sur rail, je dirais que c'est de ta faute en plus. Résultat, là encore, on avait un chantage assez fort. On a un stade Michelin de rugby qui est aujourd'hui, qui a été rénové, qui appartient toujours à Michelin et qui est rénové avec la ville. On a le site qui est aussi rénové en avec la ville. Bref, on a énormément de projets urbains et aussi de projets culturels. Candidature au titre de capitale économique de la culture, projet UNESCO qui a été... la candidature a été reçue. Beaucoup de choses qui paraissent très loin de la fabrication de pneus. Objet, s'il n'en est pas très séduisant comme ça, mais qui finalement, Michelin autour de ça essaie de créer toute une image. Donc il y a vraiment une image du territoire dans laquelle Michelin s'implique. Donc voilà en gros, ce qui fait que la situation est très particulière à Clermont, c'est qu'on a une ville qui est gouvernée comme ça par la ville et l'entreprise. Et donc la conclusion un peu de tout ça, c'est que finalement, pourquoi Michelin est resté à Clermont, c'est que finalement elle peut exercer, aujourd'hui on dit que les grandes entreprises, elles exercent leur domination par la mobilité, par le nomadisme, elles peuvent partir n'importe quand. Michelin, lui, a une forme de capitalisme territorial, c'est-à-dire qu'il exerce sa domination par l'ancrage, c'est-à-dire qu'il obtient des choses, des ressources très spécifiques qu'il ne pourrait pas retrouver ailleurs. Typiquement, appeler un maire pour le dire de faire un circuit sur pneus. Si à Paris, toutes les entreprises faisaient ça, ça serait un peu compliqué. Donc là, ils ont accès en fait à un pouvoir politique réel, très fort. Et de l'autre côté, pour les collectivités, il y a une stratégie qui s'est maintenant qui paraît plus clair, c'est une stratégie de soumission. Cette stratégie de soumission, elle doit finalement, en donnant des choses à Michelin, elle doit rassurer et permettre de se dire Michelin va partir, on lui donne tellement. Donc voilà un peu l'idée de ce lien entre Michelin et Clermont, de la gouvernance de l'État. Merci, alors j'avais une question à vous poser directement. Est-ce que vous connaissez Battaville ? C'est un autre bon exemple, ouais. Je le connais pas précisément, mais oui, ça fait partie de... Alors, c'est à une échelle un peu plus petite. Alors, l'échelle est plus petite, par contre, au niveau du système, c'est pratiquement encore pire, puisque c'est une ville qui a été créée à partir du néant. Ils ont acheté donc un territoire qui était vierge, et ils ont créé Battaville dessus, ensuite une piscine, donc c'est rigolo cette histoire de piscine, ça devait être une fascination des années 50. Et une piscine et même une église, voilà. Il y avait l'église du Jésus-Ouvrier, Battaville, c'est aussi un très très bon point, comme Clermont-Ferrand au niveau du paysage. Je suis pas d'accord avec ça. Alors la différence, effectivement, il y a le Creusot et Schneider, il y a d'autres villes de compagnie, ce qu'on appelle des villes-usines. C'est vrai qu'à Clermont, c'était pas vraiment le cas, parce que c'était une ville avec un fort pouvoir militaire, administratif, rural, c'était une ville. Vraiment, il y avait déjà quelque chose, même deux. Mais il y avait quand même une ville historique, médiévale, qui était forte. Donc c'est là où il y a un peu une différence entre ces exemples-là de ville-usine plutôt. Bonjour. Ça paraît un petit peu anachronique, Clermont-Ferrand, mais est-ce qu'au contraire, c'est pas plutôt prémonitoire de ce qui risque d'arriver sur les territoires si les finances publiques, si l'État ne peut plus aider les territoires à se financer? Oui, on pourrait penser que finalement, ce qui peut paraître archaïque à un moment, redevienne finalement quelque chose d'assez moderne. Et je pense que ce qui a longtemps été caché à Clermont, justement cette gouvernance publique-privée, alors surtout du côté de la mairie finalement, qui n'assumait pas, aujourd'hui, tout d'un coup, là, depuis quelques années, ils valorisent vachement ça.
Voilà. Ce qui montre aussi le pouvoir des entreprises privées et du privé, c'est que maintenant c'est même plus, on ne cache même plus. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui on l'assume, donc c'est un danger finalement, ça veut dire que ça s'est normalisé. Mais oui, c'est effectivement une... Et donc c'est un peu, pour trouver quelque chose de positif là-dedans, ce qui est difficile, dans un certain sens, c'est vrai que l'idée de la soumission, positive, dans un certain sens aussi, et de dire, voilà, on récupère finalement, en acceptant cette domination, on récupère des choses de cette situation de domination contre laquelle on ne peut rien faire. C'est dur à tenir, mais voilà, ça fait, en tout cas, c'est ce que les élus clermontois ont encore en tête, j'ai l'impression, sans le dire. Oui, moi je voulais intervenir et puis abonder du coup sur cette intervention en tant que conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, du fait que ça s'étend y compris à la région. C'est-à-dire que concrètement, on a aujourd'hui un président de région qui est Laurent Wauquiez, qui travaille main dans la main avec Michelin sur tout un tas de sujets, notamment sur la question formation, compétences, pour essayer de construire un pôle avec les 3 écoles de commerce et d'ingénieurs sur Clermont, Grenoble et Lyon. C'est fait main dans la main effectivement entre Michelin et Laurent Wauquiez. C'est aussi le cas sur les questions économiques, puisque la région vient d'investir 8 millions d'euros dans une société qui s'appelle Impulsion, qui vise à développer le véhicule à hydrogène, qui en réalité a été créé par Michelin et Engie. Et puis la dernière petite chose que je voulais rajouter aussi par rapport à ça pour renforcer, c'est anecdotique peut-être, mais c'est assez représentatif pour moi, c'est qu'au moment de l'incendie de Notre-Dame, les 2 acteurs majeurs de la région qui ont les premiers annoncé qu'ils allaient donner de l'argent, ça a été Laurent Wauquiez au nom de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Michelin. Et c'est pas loin d'être anodin sur le côté institution dans l'institution, effectivement, de voir que finalement on a des acteurs économiques et des acteurs publics qui sont souvent mis au même rang et au même niveau en termes d'influence sur les questions économiques, mais pas seulement. Voilà, ça illustre très bien la chose. Il y a une agence aussi de développement économique qui a été créée récemment, dirigée par Laurent Wauquiez et Jean-Dominique Sénard. On retrouve en fait finalement, on retrouve même d'anciens patrons Michelin restés à Clermont, directeur de la Comédie de Clermont par exemple, ou de l'École des Beaux-Arts. Donc ils sont dans des endroits, d'ailleurs on les imagine pas trop à la base. Mais oui, alors la région, quand la région est apparue, c'est au moment où Michelin fait des plans sociaux, donc ça passe beaucoup par la région, les questions économiques à partir des années 80, enfin, quand la région devient vraiment une collectivité territoriale. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un rapprochement assez évident entre eux, mais bon, ils vont toujours être très proches, quelle que soit l'appartenance politique, mais là, un rapprochement est évident. Donc peut-être qu'on va imaginer un bibendum à la place de la flèche de Notre-Dame, si Michelin est vraiment beaucoup d'argent. Merci Thomas. J'en profite pour juste faire une remarque et peut-être lancer le débat sur la commune d'Arles. Moi j'ai habité 6 ans à Salins-de-Giraud et dans le patrimoine industriel, compagnie des Salins du Midi, compagnie de la Soude, entreprise MS2I. Il y a eu justement donc, à l'époque 500 salariés, diminution 49 salariés. Cette entreprise a notamment joué le rôle paternaliste auprès de ce village, donc commune d'Arles, 3000 habitants, exilés au bout du monde. Et ensuite, ce que j'ai pu vivre en y habitant, c'était une attente sans fin d'être paternalisée. Et comme l'entreprise s'enfuit à cause des relations économiques autour du sel et de la Méditerranée, c'est une attente au niveau des pouvoirs publics. Et du coup, j'étais bénévole sur une concertation locale qui était un peu pilotée par le parc de Camargue, l'Office du tourisme, essayer de voir si on pouvait monter des circuits écologiques, engager les habitants à leur propre développement de leur village. Et il en a résulté, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, des petits panneaux d'indication, quelques petites statues. Il n'y a pas eu vraiment, sur 3 ans de travail, pour moi, un gros résultat. Et je sens toujours, mais je ne communique que mon impression, un abandon de ce village. Et je me demandais si les personnes ici, élues ou pas, voudraient intervenir pour parler justement de ce remplacement du côté paternalisme de l'industrie qui disparaît. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces villages-là qui sont à 50 km d'un centre-ville d'Arles et qui sont encore en attente d'un développement éco-tourisme, social, culturel. Voilà. En attendant la submersion, effectivement. Merci. Donc, si les personnes veulent intervenir sur le local. Je peux me répondre. Ça, sur le local, on va y revenir après, mais peut-être intervenir à ce moment-là. Non. Bon.
merci encore pour moi, merci Tony. Maintenant on va écouter Nicolas. Donc Nicolas, cher confrère, tu es journaliste. Nul n'est parfait. Tu as publié une enquête intitulée Les prédateurs de béton, enquête sur la multinationale Vinci. Tu as également publié Service public à crédit, à qui profitent les partenariats publics-privés. Tu travailles notamment pour La Lettre à Lulu, le journal satirique de Nantes, où tu analyses les transformations urbaines et notamment le processus de gentrification. Et tu as également fait pas mal de terrain sur Notre-Dame-des-Landes et son projet d'aéroport. Est-ce que, déjà, d'entrée de jeu, tu pourrais nous définir ce qu'est un partenariat public-privé? Quand est-ce que c'est apparu et pourquoi? Alors, il y a souvent une confusion quand on parle de partenariat public-privé. Il ne suffit pas que le public travaille avec le privé pour qu'on rentre dans l'acceptation du contrat de partenariat public-privé. Un contrat de partenariat public-privé, tel que ça a été coulé dans la loi depuis 2004, je pourrais expliquer d'où ça vient et comment c'est rentré en France, il s'agit d'avoir un contrat pour un équipement public, que ça peut être une université, un pont, un parking, même l'équipement d'éclairage d'une commune, mais ça peut être un ministère, ça peut être une prison, un hôpital. Le contrat confié à un opérateur privé, bon après il faut faire simple, c'est l'oligarchie, donc c'est Vinci, Bouygues et Eiffage, les autres ils ont les miettes. Hein, déjà on ne va pas raconter trop d'histoire, c'est vraiment eux qui ont ce marché-là. Et donc ils vont se lancer dans la conception du bâtiment, sa définition, alors n'oublions pas, hein, on est dans un hôpital avec des usagers, on est dans des biens publics, voire des services publics, hein, l'université, tout ça. Mais donc il y a une définition du projet, une recherche de financement qui est toujours confiée à l'opérateur principal, donc Vinci, Bouygues ou Eiffage. On aura la maintenance qui va se faire sur 30 à 50 ans, toujours confiée à ces opérateurs-là. Et l'usager public paye un loyer pendant toute cette période-là, avec des contrats qui sont extrêmement verrouillés, qui permettent pas trop de se projeter dans le temps, d'ailleurs sur l'évolution simple du loyer. C'est-à-dire que le loyer, souvent dans les premières années, est à peu près comment dire, soutenable, si on parle financièrement, et puis après, son évolution est l'objet d'une équation qui n'est pas forcément maîtrisée dès le départ. C'est la même chose pour la maintenance, avec des fois des suspicions d'avoir préparé le terrain pour reprendre d'une main ce qu'on a mis d'une autre. Je m'explique, à l'université Paris 7 de Diderot, il y a une conception de l'étage qui est faite en sous-dimensionnant les poutres de béton. Ça veut dire que les ingénieurs sont passés en disant il n'y a pas assez de résistance au mètre carré pour accueillir tout le public. Qu'est-ce qu'on fait? On met des badges, les étudiants ne peuvent plus y rentrer. C'est un peu ballot, c'est l'endroit des frais de scolarité et de la scolarité. Donc, déjà ça crée un dysfonctionnement parce qu'on a essayé de gruger, c'est Vinci là, cette fois-là, de jouer à minima pour rentrer dans un objectif de rentabilité, puisque je vous explique quand même un petit détail que j'avais oublié de dire, on est dans un régime capitaliste, donc le but de la manœuvre, c'est quand même de rémunérer les actionnaires de Vinci, de Bouygues ou Eiffage. Le reste, c'est un peu accessoire, malgré ce qu'on peut entendre. Et donc, sur cette poutre, l'idée pernicieuse qui est née dans les esprits un peu perturbés, c'est de se dire peut-être qu'on a créé les conditions pour que la maintenance soit un nouveau marché créé d'emblée par une construction à minima. Mais ça, c'est absolument imparable tant les contrats sont verrouillés. Donc ça, c'est un peu le système du partenariat public-privé où
on consomme tout de suite et on paiera plus tard. D'où l'idée des services publics à crédit. Sauf que les projections dans le temps, pour l'instant on en a peu ou pas, on n'en a pas qui sont arrivés à terme pour qu'on puisse faire toute la facture, c'est 3 à 5 fois plus cher que si on avait fait un marché public. Donc ça veut dire que les contribuables un jour paieront très cher, ils payent assez vite cher, mais sur la durée très cher, et avec des élus qui ont quand même été à la manœuvre pour être une partie des signataires. Un contrat, il y a 2 parties, hein. Il y en a une partie qui signe, qui est Vinci, qui a fait l'architecture du contrat, et puis il y a celui qui se considère comme le partenaire, mais qui est en fait le locataire de l'équipement. Vu la durée des contrats, on peut être sûr que les élus en France ont plutôt entre, allez, je vais être gentil, 45 et 65 ans, voire 10. Et donc, avec une durée de contrat entre 30 et 50 ans, vous pouvez être sûr que personne ne viendra prendre au callback un des élus sur une place de marché pour lui dire « T'as vu dans quelle merde t'as foutu les finances publiques ?» Ça n'arrivera pas. Donc, c'est un risque à prendre, même calculé, même des gens qui ont entendu dire que c'était une bombe à retardement financière, bah, ils achètent. Et puis, ça veut dire pas de poids sur les finances publiques pendant mon mandat, et je coupe un ruban. Génial. Quel rôle, quel contrôle peut avoir le citoyen sur ce genre d'initiative? Et j'aimerais que tu prennes l'exemple de Notre-Dame-des-Landes où les citoyens ont agi en amont du projet. Alors, ouais, 2 questions. La place des citoyens pour contrer des partenariats publics-privés dans le sens de contrat, hein, elle est proche de 0. Parce que l'embrouille est bien organisée et que vous avez beau vous dire qu'il y a un peu d'argent public qui est en jeu, puisque les loyers, c'est de l'argent public. Le citoyen lambda, il y a des exemples comme ça, Attaque à Angoulême a essayé d'avoir le contenu du contrat, quelques députés l'ont fait, ça s'est fait à Montpellier, etc. À chaque fois est opposée une opacité du contrat au titre du secret des affaires. Le secret des affaires permet de prétendre qu'il y a un secret industriel à l'intérieur du contrat qu'il ne faudrait pas divulguer. Donc c'est une espèce de déviation de l'idée de la protection industrielle où en fait les contrats ils sont un peu tous du même ordre, et Eiffage n'a pas grand chose à apprendre à lire ceux de Vinci ni ceux de Bouygues, ils sont tous foutus pareil. Mais au titre de ce volet-là, on va opposer à des citoyens, y compris dans des actions en justice, tribunal administratif, cour administrative d'appel, que vous ne pouvez pas avoir accès au contrat. Ou alors vous pouvez avoir accès au contrat, mais pas au cœur du réacteur, ce qui sont les annexes financières, qui sont les plus intéressantes pour comprendre comment va se dérouler, on peut imaginer que peut se dérouler la note dans le temps, avec à la fois le loyer et à la fois les aléas de maintenance et comment ça va être facturé à des entreprises évidemment du même groupe. Donc là, ils jouent entre eux. Et il y a même eu une fois où la commission d'accès aux documents administratifs a donné raison à Attaque à Angoulême, hein, sur c'était un EHPAD qui était mis en œuvre dans le centre-ville. Ils leur ont dit oui, vous avez tout à fait accès au dossier, d'ailleurs on vous le file. Et toutes les parties financières étaient caviardées au feutre, donc c'était absolument illisible, quoi. Mais la CADA avait dit oui, vous avez tout à fait raison, on peut vous les donner, les pièces. Voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas énormément, du côté juridique, il n'y a pas énormément d'exemples de réussite de gens qui se sont dit, qui ont mis en œuvre des choses pour bloquer. Pour autant, il y a des partenariats publics-privés qui ont été cassés. Le plus gros, c'est l'hôpital sud francilien. Mais Eiffage avait tellement salopé le boulot que c'était absolument... Ils avaient des retards
insensée de la livraison du bâtiment, il y avait des malfaçons dans tous les sens, et donc là, ils avaient un peu... ils étaient tellement en faute qu'ils ont été obligés de résilier le contrat, mais on leur a quand même payé des indemnités importantes. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de plusieurs centaines de millions, alors qu'ils avaient tout faux. Ils avaient rendu le bâtiment en retard, il était mal construit. Et autrement, il y a des aléas sur la place des citoyens ou des luttes sociales. Effectivement, l'exemple de Notre-Dame-des-Landes est un des exemples, on va dire, qui a eu un résultat. Mais on est plus dans le rapport de force que dans l'initiative citoyenne demandant, en levant le doigt, si peut-être on pourrait trouver un processus de concertation. Puisque les processus de concertation ont eu lieu, la Commission nationale du débat public a eu lieu, l'enquête publique a eu lieu, tout ça est passé avec des oppositions dont personne n'a tenu compte à ce moment-là. Et c'est quand on est passé dans une alliance entre les paysans, on est dans un secteur particulier parce que c'est, pour ceux qui connaissent un peu les luttes paysannes, c'est le secteur de Bernard Lambert et de la naissance des paysans travailleurs. Bernard Lambert, c'est celui qui a écrit Les paysans dans la lutte de classe et donc qui retourne un peu le concept des agriculteurs réactionnaires, petits propriétaires, héritiers de l'époque de la commune, etc. Donc tout change un peu cet imaginaire en disant en fait on est tenu par des multinationales, on est intégré dedans et donc on doit agir aux côtés des ouvriers et notre destin social est lié à ça. Bon. Donc on est dans cette région-là, les paysans, c'est un groupe qui va aussi se retrouver dans la naissance de la Confédération paysanne. Donc il y a un ancrage militant agricole fort. On avait des riverains qui étaient moite-moite, peut-être il y a de l'emploi, et d'autres en disant mais pourquoi on vient de nous emmerder à cet endroit-là. Et puis, ça c'est la première phase avant 2009. Jean-Marc Ayrault et quelques-uns déterrent ce vieux projet des années 60 au début des années 2000. Et puis arrivent dans le paysage les zadistes, donc ceux qu'on a appelés les zadistes, qui squattent des terres, sont plutôt dans une pratique d'action directe, et sont regardés évidemment par les paysans comme un peu de haut en disant toi mon gaillard tu vas pas passer un hiver ici. Bon, ils ont passé quelques-uns et ils ont réussi à s'entendre et à faire des alliances un peu, on va dire, sociologiquement et politiquement pas gagnées d'avance, qui ont permis de porter des formes de lutte différentes, juridiques. Donc on attaque à chaque fois qu'on peut. Beaucoup a été perdu de ces paris-là, mais enfin, ça permet aussi de mobiliser tout un tas de gens sur des compétences. Pour moi, j'ai souvent dit ça, Notre-Dame-des-Landes, c'est une université populaire Maus, avec des collectifs de naturalistes qui disent non mais attendez, vous n'avez pas vu, mais là vous croyez que c'est un endroit pourri, mais c'est un endroit magique, on n'a pas fait le remembrement, il y a une biodiversité incroyable, personne ne l'avait vu, et on va faire le démembrement, on va compter, on va trouver des chauves-souris, des machins, des tritons, voilà. Et vous avez des pilotes d'avions qui se groupent en collectif et qui interviennent pour contrer les arguments de l'aviation civile. Il y a des patrons aussi, incroyable que ça puisse paraître, qui se sont mobilisés pour travailler en amont sur la connaissance du dossier. Il y a des gens qui étaient rien de tout ça, mais qui sont devenus experts en aéronautique, en qu'est-ce que c'est qu'un import d'un avion, combien de gens on met, etc., les comparatifs avec d'autres... Bon. Et puis des gens qui sont capables d'avoir d'autres savoir-faire, qui sont comment on bloque une 4 voies. Vous allez vous dire, moi la première fois qu'on m'a dit ça, je dis oh là ça doit être très compliqué. Bien non, non, t'inquiète, on a déjà fait ça, on fait ça, tu mets un fumigène, tu ralentis la circulation, tu mets des plots, et hop c'est bloqué. Ah bon d'accord.
Et ça, plus des paysans qui ont des tracteurs, qui savent aussi faire des trucs. L'action directe, ils connaissent. Hein, et donc, cette alliance de savoir-faire, d'intervention, on en parlait tout à l'heure, là, mais aussi de gens qui étaient dans une action typiquement non violente, d'autres qui ne l'étaient pas, disant s'il y a de l'affrontement, il faut de l'affrontement. Ils ont réussi aussi à trouver un terrain d'entente permanent, compliqué, conflictuel, mais qui marche, ou qui a marché. Donc voilà, c'est cette histoire-là qu'on retrouve un peu à Plogoff aussi, où il y a des alliances improbables dans la lutte contre le projet de centrale nucléaire au fin fond de la Bretagne, où il y avait des anciens militaires de la marine royale qui étaient retraités, plutôt voilà, des bidasses, hein, c'est comme ça, et ce qu'ils appelaient des chevelus, donc les premiers, on va dire, militants de l'écologie politique qui arrivaient, qui n'étaient pas des ruraux. Et donc cette alliance, a priori, ça ne doit pas marcher, parce que sociologiquement, politiquement, c'est quoi les univers, les imaginaires qu'on a, c'est pas les mêmes. Et bien si, il y a des fois où les fronts communs fonctionnent. Tu parles des alliances entre les militants, les opposants, et on peut se poser la question, quelles sont les alliances entre les pouvoirs publics, politiques, et les entreprises, les grandes multinationales comme Vinci, dans l'aménagement de la ville? Eh bien, si on fait le lien avec l'histoire de Clermont-Ferrand, la ville de Nantes subit une enfin, il n'y a plus d'industrie en 1986. C'est vieux, hein, c'était des chantiers navals. Les chantiers navals, il y avait, dans les plus grosses périodes, 12 000 salariés, et à la fin, il y en a 5 000, 6 000, je ne sais plus. Et donc il y a une espèce de traumatisme d'une ville où l'imprégnation ouvrière est très forte, et on arrive à ce que tu disais, Thomas, sur le nouveau univers indépassable d'un élu local, c'est l'attractivité. C'est-à-dire que le capitalisme familial, puisqu'il y en avait aussi à Nantes, il y a eu des biscuiteries, des conserveries, voilà, tout ça a disparu, les chantiers navals disparaissent. Le capitalisme s'est mondialisé, il nous échappe, et donc on va partir sur un nouveau délire, c'est d'attirer des investisseurs. C'est-à-dire imaginer que malgré cette situation qu'on connaît, où en fait la main-d'œuvre elle est brésilienne, indienne, chinoise, et peut-être après on va trouver d'autres pays, on n'a pas réussi encore à faire beaucoup de choses en Afrique, mais les Chinois y pensent et beaucoup de gens y pensent. Mais enfin, en tout cas, ce paysage-là est connu un peu de tout le monde, et quand même, on se dit, il faut attirer des investisseurs. Donc, pour faire venir du capital, il faut faire venir les gens qui vont avec. Et pour les gens qui vont avec, c'est les cadres supérieurs. Les cadres supérieurs sont des gens un peu chiants. Ils veulent qu'il y ait des bons hôpitaux, ils veulent qu'il y ait des bonnes écoles quand ils ont des mômes qui sont en secondaire, ils veulent des bons hostos pour eux-mêmes ou leurs proches quand ils vont commencer à s'user un peu, et ils veulent un univers culturel sympathique, qui corresponde à leur choix et leur consommation culturelle. Donc la mairie de Nantes a préparé ce terrain-là en misant sur le culturel, avec Royal de Luxe, avec différents festivals qui ont eu un certain renom. Et l'aéroport arrive là-dedans comme un élément, pour moi, un peu fantasmatique de c'est incontournable, il nous faut un aéroport international moderne pour que les cadres, c'est comme ton grand patron là, qui veut un 5 étoiles, eh ben, il ne peut pas arriver dans un aéroport qui est bricolé de plusieurs générations et qui n'est pas un outil tout neuf, prestigieux. Voilà. Bon, ça paraît tout con parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est pas comme s'il n'y avait pas d'aéroport du tout, il est déjà international, il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il faudrait en changer? Et l'obstination des élus a pu apparaître comme, en fait, il y a quelque chose qui est lié à l'aménagement de la ville, au prestige,
et à son image, et donc toujours à son attractivité. On est en train de faire la même chose sur les gares, comme dans plein d'autres villes. Il faut des gares qui soient des centres commerciaux, où on circule et on fasse chauffer la carte bleue et tout ça. Bon. Et les aéroports, c'était un peu le même délire. Le début de l'opposition à l'aéroport, c'était des paysans et des riverains. Et on disait, les paysans, c'est pas grave, on va les indemniser, et les riverains, on va leur payer un double vitrage. Point final. Les autres, vous jouez pas avec nous, vous n'êtes pas concernés. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un élément d'aménagement urbain, de l'attractivité et de ce marketing territorial où, pour attirer le petit investisseur, la PME qui marchera peut-être avec 20 salariés sur le numérique, peut-être on imagine qu'il on va en avoir 200 et 2000 et 20 000, etc. Et ben, il faut mettre en place un certain nombre d'éléments du décor dont font partie ce que je disais, l'éducation, la santé, les loisirs et la mobilité, donc font partie de l'aéroport. Dans le couple multinational élu, est-ce que la multinationale génère le désir de l'élu, ou est-ce que c'est l'élu qui sollicite le savoir-faire? Est-ce qu'il y a des liens comme ça? À la différence de Michelin, là on est dans un milieu concurrentiel, donc tout le monde cherche à installer ses vélos gratuits, ses espaces publicitaires, sa gestion de l'eau, sa gestion des déchets, tout ça. On est dans il y a des dominantes oligarchiques, mais il y a aussi un marché ouvert. Donc la danse du ventre, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire que à la fois, les multinationales vont essayer de faire un peu plus sophistiqué que simplement le dépliant en disant « Regardez, on est les meilleurs, venez bosser avec nous ». Et donc, ils vont, par exemple, flatter des élus en faisant des congrès ou des espèces de colloques, en invitant quelques sommités, sociologues, plutôt si c'est un penseur ou un simili, je dis simili parce que je pensais à Attali. Par exemple, Veolia marche avec Attali, ça coûte 20 000 € et Attali vient déblatérer un truc qu'il a vaguement préparé dans le TGV en venant. Et les élus sont ravis parce qu'ils disent « Ah là, on a vu un gars, il s'est presque vu à la télé et il a manié des concepts. Waouh, c'est pas mal. » C'est ce qu'on peut avoir dans ton bouquin aussi, quand tu parles de comment les dirigeants de Vinci rentrent dans des boîtes à idées, notamment la fondation, enfin voilà, que les dirigeants d'entreprise rentrent dans des clubs politiques pour essayer d'influencer le monde politique également. Ben oui, j'ai regardé un peu parce qu'il y a un maître mot là-dedans qui peut vous intéresser, c'est qui est un néologisme, l'acceptabilité. Ça passe quasiment comme une nouvelle science. En fait, ça s'appelle faire prendre des vessies pour des lanternes ou faire avaler la pilule. Mais si on a un regard critique là-dessus, et les fondations dont tu parles font des formations, des colloques sur l'acceptabilité. Et j'ai regardé avant de venir le rapport annuel de Vinci, destiné aux actionnaires. Très chiant à lire, hein, 392 pages, je vous le déconseille. Il y a quelques photos, mais bon, sauf si vous avez des insomnies. Et dedans, l'acceptabilité, il l'intègre en disant, ça s'appelle des risques sociétaux, des projets pour Vinci, qui peuvent jouer sur la réputation, sur l'image, sur l'acceptabilité, sur le droit d'opérer. Le droit d'opérer, ça veut dire si j'ai trop de recours administratifs, mon projet perd du temps, mon capital ne tourne pas assez vite pour que j'ai des dividendes, et donc je suis dans la merde. Donc cette question de l'acceptabilité, elle passe par alors ça s'appelle, dans le jargon, moyen d'atténuation des risques, identification potentielle des sources de controverses dans les phases d'appel d'offres, le plus tôt possible. Gestion des imprévus avec les sociétés d'assurance, ça c'est le service après-vente,
et formation des salariés aux méthodes de concertation. Et là, on rentre dans des trucs qui peuvent être assez sophistiqués, qui consistent à passer par les fondations, où on va faire du social. Vinci vise surtout le social et l'environnement. Donc, vous allez pouvoir avoir des cadres, ils appellent ça du mécénat de compétences dans leur maison. Ça veut dire que des cadres de Vinci vont, en plus de leur boulot, aller passer, comment dire, le message du paternalisme d'une nouvelle forme, quoi, néo-paternalisme, puisque une entreprise d'insertion qui travaille sur, je sais pas moi, le nettoyage des rivières, par exemple, avec du public d'insertion, va recevoir un truc comme 20 000 euros sur une année, ce qui est énorme pour elle et absolument rien pour Vinci. Et en même temps, on va placer un cadre qui va lui être rétribué parce qu'il découvre des pauvres, c'est formidable. Donc il est immergé dans un milieu que jamais il aurait côtoyé, donc il est super content. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu dans la communication interne. Et en même temps, il permet de relayer auprès de l'intérieur de l'entreprise tous les bienfaits, mais d'une manière humanisée, incarnée. Donc c'est un peu plus malin encore qu'une plaquette avec des belles images, quoi. Concernant Notre-Dame, des Landes, là, du coup, parce qu'il y a deux Notre-Dame ensemble. La division catholique je fais un appel aux bourgeois présents aujourd'hui ici, parce qu'un appel à don pour la ZAD, pas pour la langue, mais pour la ZAD, parce que bientôt, ça peut que les gouvernements vont prendre leurs biens, où la ZAD est actuellement installée. Il y a un projet que les gens qui sont encore sur la ZAD peuvent acheter ces terres et des bâtisses qu'ils ont en main. Voilà, il y a un appel à vous, les Bourges d'aujourd'hui, de faire un geste pour de bonnes choses pour le pays commun. Il y a Google, DuckDuckGo, Startpage, par exemple. Moi j'avais une question à poser d'une façon générale. On parle souvent de partenariat, c'est peut-être M. Bézet qui pourrait répondre. On parle souvent de partenariat public-privé concernant la Fondation Luma, mais vu la définition que Nicolas vient d'en faire, je ne vois plus en quoi ça peut être encore un partenariat public-privé. C'est un mot où il y a beaucoup d'acceptions, le partenariat public-privé dans le cadre de ce qu'a raconté Nicolas de la Casinière. C'est quelque chose de juridique, c'est un contrat entre une collectivité et une entreprise. Là, quand on parle de partenariat public-privé à Arles, c'est plus, alors donc administrativement, le partenariat, c'est dans la zone d'aménagement concerté, où la mairie et les collectivités sont avec la Fondation Luma et font passer ces instances de concertation. Mais quand à Arles on parle de partenariat public-privé, c'est plutôt dans l'esprit que la mairie et la Fondation Luma accompagnent la ville vers un développement commun. Et c'est là où là, en fait, on a parlé d'un partenariat public-privé, mais au sens juridique. Pas du tout. Alors je vous renvoie à la lecture de l'Arlésienne, numéro 3, et effectivement... effectivement, le statut des ateliers est assez particulier, donc c'est une zone d'aménagement concerté où les terrains, certains terrains sont publics et appartiennent à la mairie, et les bâtiments appartiennent à la Fondation Luma. Et donc du coup, il y a de location. Et d'ailleurs, la Fondation Luma vient d'acquérir dernièrement la grande halle, rénovée sur fonds publics. Bon voilà, c'est une enquête qu'on continue tout le temps dans l'Arlésienne. Et donc sur ce côté-là, sur l'aménagement des ateliers,
il y a la mairie qui a un peu son mot à dire, mais là aussi on est dans un rapport de force un peu déséquilibré. L'UMA fait un peu ce qu'elle veut dans les ateliers, et vous lirez dans l'Arlésienne sauvage que l'UMA organise aussi l'aménagement du quartier, autour des ateliers et la concertation avec les habitants. C'est dans le journal et c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est un ancien technicien de la mairie qui est passé du côté de la Fondation UMA qui organise la concertation pour les aménagements publics autour des ateliers. Mais c'est intéressant, hein, et là sur le coup, il ne s'engage pas, mais c'est une nouvelle forme de ce qu'on appelle le partenariat public-privé à son inception arlésienne. D'autres questions? Puisqu'on parle technique et juridique, moi ce qui m'a énervé quand se sont créés les premiers partenariats public-privé, c'est que quelque part on l'a présenté comme étant un peu une alternative à ce qu'était affermage et concession. On lui disait avec ça on aura beaucoup plus de liberté, le citoyen pourra savoir ce qui se passe. En fin de compte, parce qu'il commençait à y avoir pas mal d'attaques, bon, notamment sur l'eau, sur tout ce qui était affermage et concession, avec Veolia ou consort. Et du coup, c'est vraiment un mensonge. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un contrat de concession d'affermage, et là, on n'a aucune donnée sur les PPP. Là, je regarde, nous, on a quand même sur Arles et l'aglo des commissions consultatives des services publics locaux, où chaque année on peut voir quand même les rapports annuels des délégataires. Un PPP, il n'y a rien. Donc du côté démocratique, c'est vraiment le niveau zéro. Et ça nous avait été présenté comme quelque chose de positif. Alors, souvent, en fait, les avantages qui sont mis et qui ont d'abord été des critères, puisqu'en fait, c'est une dérogation au système des marchés publics. Quand c'est créé, là, un petit peu d'histoire, c'est dans les années 90 sous Thatcher que le principe est mis en route. Thatcher, c'est la fin de son règne, donc elle n'a pas trop le temps d'en mettre en œuvre. Et après, tous les gouvernements conservateurs ou travaillistes ont été contre quand ils étaient dans l'opposition et ont foncé quand ils étaient aux manettes. Le système a beaucoup marché, notamment sur les hôpitaux, avec des désastres épouvantables sur la baisse de qualité des soins du système de santé publique anglais. Et puis, malgré tout ça, ça restait anglais, donc nous les Anglais, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et il y a eu un lobbying qui a été fait dans les années, à partir des années 2000, jusqu'à la création dans la loi qui a permis de faire cette dérogation au marché public en 2004. À la manœuvre, vous avez Alain Madelin, qui est Alain Madelin, si vous vous situez, donc ancien de l'extrême droite, giscardien, libertarien, donc au-delà des libéraux. Donc il est là avec un ancien Cirelli qui a été PDG d'EDF, et puis un autre Lascar, et il travaille au corps pour obtenir cette... certains ont appelé ça une extension des domaines de la financiarisation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pensé, mais on pouvait adosser ces investissements au marché financier. Donc on est dans l'économie casino quand Vinci, Eiffage ou Bouygues investit avec l'argent qu'ils n'ont pas pour ce projet-là, sur un équipement. Les trois critères qui étaient supposés permettre la dérogation au marché public, c'était l'urgence, la complexité du projet, et troisième critère que personne n'utilisait parce que personne n'y arrivait, c'était un rapport coût-bénéfice qui soit favorable. D'ailleurs, de prouver que si on utilisait les PPP, ça coûtait moins cher que si on passait par un marché public à l'ancienne. Comme personne n'arrive à prouver ça, c'est rarement utilisé. Donc souvent, ils disaient c'est l'urgence.
ils se sont fait retoquer par des tribunaux quand même plusieurs fois en disant c'est urgent, vous êtes gentil, mais pas comme ça. Et la complexité des bâtiments a ici aussi été retoquée. À Bordeaux, c'était le cas. Ils avaient dit ah bah oui, c'est une nouvelle mairie et on veut intégrer des données énergétiques dedans. Donc c'est complexe. T'es gentil, mais c'est à peu près tous les bâtiments maintenant, donc ça ne peut pas marcher comme ça. Et puis à Marseille, il y avait le projet de toutes les écoles, là, une vingtaine à détruire et une trentaine à reconstruire en PPP, qui vient de se faire retoquer en première instance par le tribunal administratif. Et je crois que c'est sur l'urgence que le tribunal a considéré que ça ne marchait pas. Il ne pouvait pas mettre ça en avant pour utiliser les PPP. Donc sur ce volet juridique, il y a eu un peu de flottement. Mais pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une période où les politiques libérales dont on parlait tout à l'heure sur l'effondrement au niveau européen et qui redescendent après jusqu'aux collectivités locales ont imposé des systèmes de pensée où on s'est dit le public fera mieux, plus vite et moins cher. Voilà. Et donc ça c'est rentré dans les imaginaires. Hein, le privé, pardon. Oui, pardon. Ouais, j'ai plus ma tête. Et à partir de ça, avec tout ce qui va en toile de fond, les fonctionnaires sont des feignants, tous les collectivités, c'est l'inertie, ça n'avance pas, on n'y arrive pas. Tout ce travail idéologique qui a été mené quand même depuis les années 80 finit par arriver à des fausses évidences où les gens disent ah bah ouais, avec le privé ça va aller vite, puis ça va être top. Et donc le travail sur les esprits a aussi permis de rendre acceptable, là c'est une autre mode d'acceptabilité, un truc qui est pourri, qui est connu comme étant la Cour des comptes, qui sont pourtant pas, et c'est pas des gauchistes, hein, c'est quand même plutôt des libéraux à la Cour des comptes, ont quand même bien démonté le système en disant c'est une bombe à retardement financière. Vous payez pas tout de suite, mais vous allez voir, quand ça va vous péter la gueule, ça va être très cher. Même les journaux économiques libéraux comme les Échos ou le Moniteur ont aussi documenté le fait que c'était dangereux. Mais pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'élus qui se disent bah, c'est bon à prendre tout de suite, et tant pis, on ne sera pas là pour payer les pots cassés. Oui, c'est super ce que tu viens de dire, parce que j'avais une réflexion qui me venait en parlant, et ça recoupe bien ce que tu viens de dire, une réflexion un peu d'historien. Un des grands versants là, de ces politiques libérales ou néolibérales depuis les années 80, donc tu l'as très bien dit, c'est aussi un travail sur les esprits. Et parmi les choses qu'on a créées, qu'on a enracinées dans les esprits à ce moment-là, c'est l'idée que les structures sociales, économiques, politiques, quelles qu'elles soient, ne sont pas changeables. Hein, c'est le principe de Margaret Thatcher, de There is no alternative. Et donc ça, en fait, c'est un mythe, évidemment, qu'on a créé de toutes pièces, qu'on a essayé, et qui a bien marché, hein, qui a pris dans les inconscients collectifs. Et à ce niveau-là, je pense que l'histoire sert aussi à ça, de nous rappeler que tout est changeable. Parce que je trouve qu'il y a un peu une tonalité un peu défaitiste quoi, dans nos propos, de dire ah ben c'est comme ça, Vinci a ce poids-là, les grands groupes ils ont ce poids-là. Et en fait, évidemment, c'est un mensonge que les grands groupes eux-mêmes essayent de nous faire croire. Hein, que les GAFA, typiquement, c'est le discours qu'ils tiennent en disant les GAFA sont au-dessus des lois. En fait, c'est les GAFA eux-mêmes qui essayent de nous dire ça. Et il y en aurait à toutes les périodes, hein, des exemples qui montrent que c'est pas vrai. Là, j'en prends un exemple tiré du Moyen-Âge, c'est une surprise. Pour finir sur ça, mais qui permettra aussi de faire la transition avec la deuxième partie de l'enquête de qu'est-ce qu'on fait maintenant, on en est là, qu'est-ce qu'on fait. Au début du XIVe siècle, quand le roi de France se sent menacé par la croissance de l'ordre du Temple, ce qu'on appelle les Templiers, à ce moment-là, l'ordre du Temple c'est devenu une hyperpuissance avec des ramifications européennes, une puissance nationale. L'ordre est probablement plus riche que le roi, l'ordre est le premier ou le deuxième propriétaire du royaume en termes de biens fonciers. Et le roi se sent à un moment tellement menacé par la croissance et par le poids politique de cet ordre que, vous savez, hein, c'est Philippe le Bel qui décapite l'ordre, c'est-à-dire vraiment littéralement qui monte la première opération de police de l'histoire, qui arrête tous les membres de l'ordre le même jour, qu'on envoie un certain nombre en prison, un certain nombre sur le bûcher, qui récupère les biens. Alors, c'est pas nationaliser les biens, c'est pas, en fait, c'est ça, hein, il confisque les biens au nom de la couronne. Et fin de l'ordre du Temple en France, c'est plié. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut envoyer les dirigeants de Vinci sur le bûcher comme Philippe le Bel a envoyé Jacques de Molay sur le sien. Pas du tout. Voilà.
simplement, je voudrais rappeler qu'on a pu le faire. Il y a un moment où, alors même que l'ordre du temple existait depuis quelques décennies, qu'il avait des effets politiques, qu'il était écouté à la cour du pape, on a pu le faire, la structure elle a été politique. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier non plus de se rappeler ça, c'est-à-dire de se le rappeler à nous-mêmes quand on parle du poids de ces grandes compagnies, qu'elles ne sont pas inéluctables, contrairement à ce qu'elles disent ou à ce qu'elles aimeraient croire. Alors nous allons faire un petit changement de plateau qui, vous allez voir, va complètement changer de sexe. Voilà, donc comme promis, maintenant nous allons un peu passer à la question locale. Et donc évidemment sur Arles il y a énormément d'initiatives citoyennes. On essaiera d'en parler si on peut dans la demi-heure qui arrive. Nous on a choisi d'en prendre une qui est toute récente, donc une association qui s'appelle un tiers-lieu en Pays d'Arles. Donc vous allez un peu nous expliquer l'idée. Je voulais juste rappeler, le dire tout simplement, que la notion de tiers-lieu n'est peut-être pas très claire pour tout le monde. Donc, Florine Van Orly, qui est fondatrice, médiatrice de la mise à jour, c'est ça. Peut-être que vous pourrez expliquer un petit peu ce que vous faites exactement. Donc, Françoise Lacotte, fondatrice et gérante de Graines de Culture, et Sylvie Hernandez, chargée de mission attractivité territoriale au pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles. Ça va mériter quelques précisions. Donc voilà, est-ce que vous pouvez, alors, quelques mots déjà nous présenter votre projet. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire également? Bonjour, alors merci pour l'invitation. Nous ne sommes pas Yannick Vernet, comme vous pouvez le voir. On a une petite pensée pour lui, voilà, qui est pour raison personnelle qui va bien. Voilà. Et Émilie nous a présenté. Alors on va peut-être se présenter aussi nos différentes casquettes. Alors moi je suis en transition professionnelle, comme on dit, en train de monter ma propre structure d'ingénierie de projet. J'ai quelques années à mon actif d'ingénierie de projet et j'ai décidé, c'est un choix personnel, de mettre mes compétences, de faire du mécénat de compétences, en l'occurrence bénévole, vraiment, pour le projet de tiers-lieu et aussi pour travailler à un projet qui m'intéresse personnellement avec des thématiques qui me tiennent à cœur. Donc, moi c'est Florine Van Orly, je suis, comme l'a dit tout à l'heure Émilie, médiatrice culturelle au sein de l'association Mise à Jour qui a pour but de valoriser les patrimoines au sens très large et pluriel. Donc aujourd'hui, on parlait plutôt des ressources qui sont là pour le coup locales et qu'on travaille en bien commun, sous licence Creative Commons la plupart du temps. Donc, notre projet c'est le partage des connaissances et de la culture libre. On travaille avec les musées, on travaille avec les associations, on travaille avec la politique de la ville et on travaille aussi avec les méthodes collaboratives. J'ai été formée à l'animation de projets collectifs et mon truc c'est la mise en réseau et ce qu'on appelle l'empowerment, enfin la reprise de pouvoir par les citoyens. Donc voilà, plein de choses qui existent dans le cadre de l'association Mise à Jour et qui résonnent avec le tiers-lieu. Donc Sylvie Hernandez, professionnellement je travaille pour un PETR, un pôle d'équilibre territorial et rural, donc ce que personne ne connaît en général. On a un peu plus parlé de nous ces derniers temps, c'est vrai, dans la presse. Voilà, parce qu'on est le Pays d'Arles. On est la structure, voilà, du moins qui est administrative du Pays d'Arles. Alors je fais de l'attractivité, mais je dirais que par rapport à ce qui a été dit, je partage le fait que ce soit effectivement une idéologie et que malheureusement on fasse beaucoup de raccourcis, puisque les gens qui en font vraiment au quotidien, professionnellement, ils parlent plutôt d'hospitalité territoriale avec beaucoup plus d'intelligence que tous les clichés justement, malheureusement, qu'on met derrière des fois dans les politiques, publiques ou privées d'ailleurs. Et j'ai d'autres casquettes. J'ai fait longtemps en fait l'animation du conseil de développement du Pays d'Arles pendant 6 ans. Donc une casquette de participation citoyenne qui a fait que ce type de projet m'intéresse bien entendu. Et puis j'ai une autre casquette associative. Je fais des ateliers d'écriture depuis 10 ans. Et c'est aussi à ce titre. Que je me suis intéressée au projet tiers-lieu pour venir proposer tout simplement d'y faire des choses. Et pendant
dans l'échange, si vous voulez. Moi, je vous parlerai un petit peu justement au rapport avec le sujet qu'on traite, ce qui m'a intéressé dans ce type d'initiative citoyenne. Alors que je viens professionnellement du moins d'une participation citoyenne plus classique, on va dire, plus institutionnalisée, et toute la différence justement que j'ai pu percevoir dans ce type de projet et tout l'intérêt. Le tiers-lieu, c'est quoi? Alors, généralement, vous faites tous partie d'un tiers-lieu sans le savoir, c'est un peu la pause de M. Jourdan. Donc, c'est une définition sociologique, the third place, c'est-à-dire ça n'est ni la maison ni le travail, c'est ce troisième espace. Alors, ça a été le café, ça a été des endroits où on peut se retrouver ensemble et échanger et partager. Simplement, au fil des années, l'espace public, lui aussi, on l'a vu, il s'est privatisé. Depuis le Moyen-Âge, ça a évolué, ça s'est écroulé, c'est revenu. Et là, l'idée, c'est un petit peu de le réinventer, toute proportion gardée, dans un espace, une espèce de maison collective, une maison des communs. En tout cas, c'est ce qu'on imagine pour Arles, avec une envergure citoyenne. Parce que vous avez des tiers-lieux qui ont des spécificités liées à leur territoire, à leurs activités. Par exemple, pour ceux qui connaissent le territoire arlésien, Archéomède, c'est un tiers-lieu dédié aux entreprises, donc en mode cluster, très économique, avec des acteurs économiques. La Belle de Mai, par exemple, pour ceux qui connaissent Marseille, est un tiers-lieu. Le 104 est un tiers-lieu. Ce sont ces espaces qui, un petit peu de surprise, de création, d'échange, de partage, de connaissance, de savoir. On a parlé d'open source, c'est aussi souvent des espaces où on peut partager des méthodes, des ressources, des compétences. Donc l'historique du projet. Voilà, on a un groupe au départ, donc voilà, ce qui s'est passé, c'est l'atelier Les Papeteries Étienne, c'est une nouvelle friche, les anciens ateliers Étienne, les anciennes papeteries qui se reconvertissent et qui vont accueillir un gros pôle d'acteurs économiques, dont Archéomède 2, dont l'Utopie, dont les rencontres de la photo, une espèce de nouveau pôle économique sur la ville, sur lequel la ville et l'aglo investissent particulièrement. Et de là est né un souci de la part de pas mal de citoyens du monde aussi professionnel, qui dit finalement assez culturel aussi, dire, mais il n'y a pas et économie sociale et solidaire aussi, parce que quand même on est beaucoup à cheval sur ces deux secteurs, on travaille en transversalité, c'est un peu ce qui manque aussi dans ce projet, c'est-à-dire que c'est très secteur culturel, les gros de la culture arabe, et peu vraiment d'ouverture vers les citoyens. Donc, ok, tiers-lieu, il y a d'autres pôles qui émergent comme le pop ou la meulerie, qui peuvent en soi être des tiers-lieux aussi, et c'est très intéressant ce qui se passe en termes de dynamique économique. L'O17, par définition, est un tiers-lieu, absolument. Mais il est ouvert au public. Exactement. Là, voilà, quelle ouverture les papeteries Étienne pouvaient avoir, entre autres vis-à-vis du quartier de Tractail, entre autres vis-à-vis de l'accessibilité aux citoyens. Et donc, lors d'un événement qui a été fait en octobre, qui s'appelait Front Sunday, un débat a eu lieu où on va dire une cinquantaine de participants sont venus pour justement apporter leur envie aussi d'aller vers une dynamique comme celle-là, quelle place il pouvait y avoir justement aux citoyens sur ce territoire, sur ce projet. Du coup, un collectif est né, un collectif d'acteurs absolument transversal, avec aussi bien, comme il dit, formule de l'économie sociale et solidaire, acteurs culturels, citoyens. Et l'idée, là, on ne vient pas vous donner la recette du tiers-lieu parce qu'on est en train de la chercher nous-mêmes. L'idée, c'est, comme vous l'avez dit, il existe des dynamiques sur le territoire qui ont leur spécificité. Alors, on va dire pourquoi une autre. Alors, d'abord, c'est dans son contenu, dans son accessibilité, dans les valeurs qu'elle porte, dont on parlera un petit peu. Et ensuite, c'est surtout sa façon d'exister. L'idée, c'est de la co-construire. C'est un mot très à la mode, mais on essaye de le mettre en pratique. C'est-à-dire de pouvoir fabriquer ce tiers-lieu ensemble. Parce que là, évidemment, quand on parle aux gens de tiers-lieu, ils nous disent, mais alors c'est où? Ça va être où? C'est sur les papeteries? Ça va être là? Une fois qu'on a un peu expliqué ce que c'était qu'un tiers-lieu, on commence bien à échanger. C'est une dynamique, en fait. C'est avant tout fédérer des personnes et des dynamiques et les faire se parler, se partager, décloisonner beaucoup, parce que surtout à Arles, on a l'impression qu'il y a énormément de petites initiatives, ou même de grandes, qui ne se parlent pas forcément. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle même une configuration sociale du tiers-lieu. Ça a été théorisé.
Donc l'idée, c'était d'avoir certains lieux où on puisse rassembler ces préoccupations, mais surtout de le construire avec les personnes. C'est-à-dire que nous, individuellement, dans le collectif, on a tous des idées formidables sur ce qui pourrait se faire. Après, l'idée, c'est que chacun ou chacune, ou que des associations ou des structures s'en emparent et puissent le faire vivre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, je vais faire un petit peu d'anglicisme, mais bottom-up, c'est-à-dire on vient de plaquer des idées en disant voilà, elles sont formidables, on va faire ça. Ce qui est arrivé un petit peu, je ne le dis pas trop fort, mais pour la Maison des Industries Culturelles à Arles, hein, c'était censé être un espace formidable à côté de la CCM, plein d'entreprises, de la culture. Ça n'a pas du tout marché, hein, soyons clairs. Voilà. Il a fallu le retravailler, le penser, parce que ça avait été pensé en amont par des techniciens très bienveillants, très intelligents, mais l'idée là c'est de faire avec les gens. Je pense qu'il faut le voir comme un laboratoire de la ville aussi, donc pour être dans la thématique aussi de cette table ronde, c'est vraiment d'y associer les citoyens un maximum, des acteurs aussi, une communauté d'acteurs, mais aussi des chercheurs, mais aussi des élus. Cette maison, elle est censée, enfin, l'objectif c'est qu'elle permette de converger, de faire converger toutes les initiatives qui existent déjà, qui sont nombreuses, comme Vivenza, comme le 17, ou comme d'autres. Hier, il y avait l'ouverture de la lingerie à la Roquette, qui est aussi un espace tiers, tiers-lieu. Pas mal d'acteurs, justement, ils font des choses très différentes et ces usages cohabitent, sans problème. Et permettent même de créer des nouvelles choses, des nouveaux projets. Donc la dimension qu'on souhaite y apporter en plus, c'est vraiment celle de la fabrication aussi, celle de l'invention, de la création, du prototypage et d'y amener cet espace vide et créatif qui manque un peu, où on peut traîner, où on peut aller trouver des ressources, rencontrer que ce soit des acteurs, mais aussi des ressources, vraiment du matériel et tout ça, pour imaginer faire des choses ensemble et inventer des choses dont la ville, dont les citoyens ont besoin. Donc là-dessus, c'est bien, une fois qu'on a dit tout ça, on essaye, avec le groupe projet, on est une petite dizaine d'acteurs à se retrouver là, on a essayé la voie institutionnelle pour avoir quelques sous pour pouvoir faire émerger cette communauté et l'animer, parce que le bénévolat aussi a ses limites. Faire remonter la sauce, ça demande quand même des compétences et une animation derrière, de la communication, mais aussi de nouvelles méthodes. Et malheureusement, on a appris hier ou avant-hier que par le contexte politique dans lequel on se trouvait, ce projet n'était pas en off, mais il n'était pas soutenu politiquement, en tout cas pas par la présidence, parce qu'on avait quand même du soutien là-dessus. Et voilà, et donc on se retrouve pas du tout démotivé pour le coup. Mais bien, on a essayé avec une certaine schizophrénie à faire partager, faire en sorte que cette communauté puisse émerger dans une méthodologie qu'on imagine être une nouvelle forme de gouvernance, un travail autour du consentement, une adhésion aussi des citoyens, mais au sens large, pas notre soi, aller vers les quartiers aussi. Je pense que l'enjeu il est vraiment là. Comment mailler, comment du coup passer le pont, parce que l'idée c'est aussi de le faire dans le quartier de Trinquetail, qui est celui qui accueille le projet de secteur culturel, là, dans les papeteries. C'est-à-dire que ça pourrait aussi résonner, ça pourrait se faire en complémentarité là-bas, et qu'on pourrait occuper un espace là-bas. Alors là-dessus, la ville, il faut le dire, a quand même été force de proposition et force de soutien et nous a proposé un espace de préfiguration à la mairie, pour ceux qui connaissent le bâtiment, donc de l'autre côté du pont, aussi à Trinquetail. Et on va peut-être, en tout cas on essaye d'officialiser ça et de faire en sorte que ça prenne vie. Alors sur le projet, il y a des choses qui m'ont attiré, notamment je ne suis pas du territoire, alors ça fait quelques années que j'y suis seulement. Ce qui m'a frappé dans les caractéristiques un petit peu de cette ville, dans ce que j'ai pu ressentir, c'est que j'avais beaucoup d'intérêt pour cette réunion, c'est le fait que j'ai ressenti une forme de bienveillance. Il y a un certain nombre d'acteurs qui pourraient tout simplement juste vivre leur petite vie, on va dire les bourgeois de la ville, bourgeois culturellement ou financièrement en tout cas, qui pourraient simplement mener leur petite vie dans leur coin et profiter en fait de tous les aspects culturels de cette ville, mais qu'ils avaient
chez ces personnes, il y avait une bienveillance et un besoin de partage, une envie d'aller vers d'autres, en tout cas de décloisonner et de trouver cet espace qui manquait, parce que dans toutes les discussions qu'on a dans ce projet, il y a le vide qui revient beaucoup, et l'espace. C'est-à-dire qu'il y a effectivement tout un tas de pépites, de groupes qui vont se retrouver, etc. Il y a des niches, tout un tas de petites niches dans cette ville très intéressantes, mais il manque un peu cet espace public, effectivement. Cet espace ouvert où simplement la rencontre va se faire puisque rien n'est préétabli. Puisque justement les cases ne sont pas toutes là. Et donc ce qu'on propose, c'est en gros un espace, un champ ouvert. Alors c'est pas facile à demander une subvention, c'est sûr, avec un champ ouvert. Bon, en plus, on va dire, on ne sait pas vraiment où ce sera, on ne sait pas trop avec qui exactement, puisque ça reste ouvert. On ne sait pas ce qu'on va faire, puisque ça dépendra de qui viendra et de ce qui va s'y passer. C'est pas facile, parce qu'un projet, construire un projet à partir de cette base-là, c'est pas simple. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est... Voilà. Pour les pouvoirs publics, c'est pas simple. On parle de relations entre privés et publics. Mais c'est précisément tout l'intérêt, c'est de décloisonner toute cette richesse, parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'est apparu d'assez extraordinaire, c'est la richesse humaine de ce territoire. Pour moi, c'est ce qu'on ne voit pas assez dans cette ville. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en tant qu'agent public, j'ai entendu beaucoup de discours qui étaient des discours, effectivement, on est dans des espaces qui ne sont pas forcément tous favorisés économiquement. On est dans une forme de tension pour financer ce qu'on doit financer ici. Néanmoins, la richesse humaine, souvent, n'est pas perçue, pas assez. C'est-à-dire le simple fait qu'il y ait des gens qui aient de l'envie, de l'amour pour le territoire, et un envie de partage, parce qu'ils pourraient très bien, effectivement, chacun mener leur vie. Ce qu'on retrouve aussi bien dans le groupe projet ici, c'est cette initiative citoyenne, cette envie d'être citoyen en faisant partager, en donnant, parce que dans le groupe projet, moi j'ai participé peu, parce que je travaille à plein temps et je fais ce que je peux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le nombre d'heures déjà passées par des gens extrêmement compétents, qui ont toute l'envie qui est là, cette volonté de donner. On peut souhaiter que ce projet-là en soit le réceptacle et que ça puisse aller librement vers tout le monde, en décloisonnant, justement, en allant effectivement faire les choses dans les quartiers, avec des gens qui ne travaillent pas sur les mêmes thématiques, des assos qui n'ont rien à faire ensemble, des assos sportifs, des assos peut-être artistiques, j'en sais rien. C'est ça l'esprit. Et je pense que ce projet il a un potentiel de révélateur de ce qu'on sent en fait, quand on est dans cette ville, de cette richesse-là. Voilà, et de que ça puisse circuler. Je rajouterais que c'est vraiment une passerelle en fait, entre des dynamiques qui existent partout à l'heure actuelle. Et on l'a vu, on parlait cette semaine. On a eu une année incroyable en termes d'événements festifs. L'exemple aussi du campus là qui s'est monté très rapidement et avec une énergie. Il y a eu ces dernières semaines beaucoup un printemps assez festif et une envie de rencontre. Et donc ce qui ressortait là de la rencontre qu'on a fait sur le premier temps collectif autour de Stirlieu, c'était envie de faire la fête, quoi, vraiment de se retrouver, de partager du plaisir. Donc l'idée c'est vraiment de, quoi qu'il en soit, de faire émerger cette communauté d'envie et de la faire le plus possible de manière ouverte et en construisant du commun, c'est-à-dire que tout ce qu'on construira ensemble, ce ne sera pas perdu, quoi qu'il arrive, en fait, ça pourra être réutilisé. Par exemple, on travaille sur la cartographie des initiatives du territoire, là vous connaissez peut-être près de chez nous, qui est une cartographie qui est partagée à l'échelle nationale, Transiscope, tout ça qui est interopérable avec plein de bases de données. Et une des choses sur lesquelles on a envie de travailler, c'est aussi de nourrir cette base de données. Et cette base de données, elle est libre. Après, elle pourra servir aussi à plein de choses. Concrètement, ce qu'on imagine dans la suite, c'est 2 temps très, très proches. La semaine prochaine, vendredi, un premier temps forum à l'enclos Saint-Césaire à 17h30 pour justement faire des ateliers et réfléchir à ce qu'on pourra faire dans ce tiers-lieu de manière collective avec des ateliers assez dynamiques sur les fonctionnalités du tiers-lieu. On a vraiment pensé comme qu'on aimerait penser collectivement comme un écosystème avec plein de choses à faire dedans. L'image de la maison, on dit bien la maison commune. Une maison, ça a une cave, ça a une grenier, ça a des fenêtres, ça a des portes. Et
Et un deuxième temps festif en juin, le 15 samedi 15 juin à la Verrerie, du coup sur le site de Trinquetail. Et celui-là, c'est vraiment un temps festif de 14h à 22h avec une partie sur la mémoire du site, parce que pour les Arlésiens qui le savent, et même au niveau national et international, c'est un site absolument incroyable qui a vécu des fouilles aussi incroyables au niveau archéologique. L'archéologue en charge des fouilles sera présent pour faire des visites commentées. Le service patrimoine de la ville parlera de la Verrerie, c'est-à-dire de l'univers un petit peu plus industriel du 18e et 19e, période moderne du site. Et nous, on essaiera de travailler de façon participative cette fois-ci avec les habitants et avec les personnes présentes sur l'avenir de ce site. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on souhaite y voir s'installer ou pas, essayer de réfléchir ensemble. Mais ce sera en version buvette, concours de pétanque, atelier cabane, festif. Oui, je voudrais moi revenir sur cet aspect un peu méthodo et sur le processus, parce que c'est un peu ce qui caractérise ce projet-là. On essaye d'être. Il y a un petit groupe de projet qui travaille, parce qu'il faut des gens quand même qui cadrent un petit peu les choses, mais on est très scrupuleux sur le fait que ça ne. On a tous une idée de ce que pourrait être ce tiers-lieu au sein du groupe projet, mais à se frustrer à ce niveau-là, parce que le souhait, c'est que le processus soit garant du fait que le tiers-lieu, finalement, fasse résonner l'envie des gens qui le fréquenteront et qui proposeront des choses. C'est-à-dire quand j'ai écrit dans beaucoup de dossiers publics, etc., co-construction, je sais à quel point ce mot est galvaudé, pourtant ça veut bien dire quelque chose. Co-construire, c'est totalement possible. Il faut mettre les bonnes méthodes, mais si on a un processus suffisamment scrupuleux, on peut tout à fait construire avec d'autres et faire en sorte que ce futur lieu, je ne sais pas où il sera d'ailleurs, en fait, puisse être vraiment fait. Alors pour ça, il y aura des temps de forum et d'ateliers, pour que ce projet soit toujours redébattu avec les gens qui viendront, pour qu'ils puissent venir proposer librement et travailler. Toutes les étapes qu'on a traversées, il y a déjà eu beaucoup de temps de rencontres ouvertes. On a d'ailleurs des conseils d'administration ouverts, parce qu'il faut des administrateurs pour faire tourner une association, mais on a quand même des conseils d'administration où la parole est ouverte à qui veut venir parler du projet et dire ce qu'il a envie d'en faire. Donc on est très scrupuleux sur le processus, de façon à ce que ce tiers-lieu, finalement, enfin nous on est juste au milieu, je dirais, un petit maillon, un outil pour permettre à ce lieu d'exister en fait. Et il devrait être vraiment le reflet de ce que les gens du territoire, les gens d'abord d'Arles, et puis sans doute plus largement autour d'Arles, du Pays d'Arles, auront envie d'y faire. Parce que justement, bon, ça, on peut le développer s'il y a des personnes qui s'intéressent, et puis il faut regarder, il y a beaucoup de documentation sur Internet, notamment des documentations libres, comme on dit là. Des tiers-lieux, ça peut être, par exemple, des laboratoires de recherche qui sont très transversaux, en invitant à la fois des chercheurs, des artistes, etc. Ça peut être un atelier sur la cuisine. Enfin, il y a Madame Brest, par exemple, je vous encourage à aller voir ce genre d'initiative. La région Aquitaine et bretonne est formidable en matière de tiers-lieux, mais parce que là, on va revenir sur la thématique du jour, ce sont des dynamiques qui sont toutes accompagnées politiquement. C'est des volontés officielles et assumées de la région pour recréer du lien dans des territoires, souvent ruraux. Les tiers-lieux ruraux sont extrêmement en voie de développement. Et c'est un phénomène qui, lui, alors, peut-être mériterait un campus sauvagerie tout seul, je ne sais pas. On pourra en parler pour l'année prochaine. On aimerait garder quand même un petit peu de temps pour vos réactions. Savoir si vous avez des remarques, des suggestions, des exemples, d'autres propositions. Enfin voilà, tout est ouvert. Mais j'ai une question. Je participais à la première réunion, donc la partie qui me gêne, moi, par rapport au tiers-lieu, c'est pas le projet, c'est le terrain. À partir du moment où on ne sait pas de quel espace on dispose, tout le projet, parce que généralement avec un projet, il faut aussi y aller avec des architectes qui sont dans la base de la construction d'un projet, ce qui peut faire qu'un projet devient un truc très foiré, très bien. À partir du moment où on ne sait pas sur quel espace ça se pose, c'est vrai que moi j'ai un souci du coup de... parce que c'est grand, le site des papeteries est quand même très grand. Il y a une partie construite, on sait que c'est Arcomède, etc., avec la pépinière d'entreprise. De l'autre côté, il y a des hangars qui serviraient notamment aux experts de la photo pour les RIP. Donc quelque part, c'est un lieu qu'on ne peut pas prendre, peut-être en nomade. Et après, pour le reste, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors sur les papeteries, c'est très simple.
future résidente en tant que résidente Archéomède, c'est que le foncier est plein à l'heure actuelle. Non seulement il est contraint, mais il est plein. Donc pour nous, c'est je dirais, en termes d'échange, il y a du lien avec Archéomède, de par la présence de Florine, avec des rencontres régulières, parce qu'il y a aussi un Fab Lab qui est imaginé sur place et que ce serait incroyable de ne pas avoir d'articulation avec ce projet-là. Mais le tiers-lieu tel que nous on l'imagine, pour l'instant, à court terme et à moyen terme, il n'est pas envisageable sur ce site-là. Et on a laissé tomber cette idée pour l'instant, ce d'autant que la ville nous propose le site de la Verrerie à Trentaille, qui nous semble être une opportunité. Je vous encourage vraiment à venir le 15 juin à découvrir ce site. Moi, je suis arlésienne et pourtant, voilà, je suis tombée sous le charme. C'est vraiment exceptionnel. On a envie de garder secret comme une petite oasis, tellement il est incroyable, avec un potentiel absolument remarquable et qui correspondrait tout à fait avec aux idées que nous on se fait en tout cas du tiers-lieu et des valeurs qui ont émergé déjà du projet. Ce d'autant que par exemple en termes urbanistiques, il y a une voie ferrée qui passe là et qui va jusqu'aux papeteries, qui est une voie ferrée qui est en cours d'acquisition par la ville et qui est destinée à être une voie verte. Donc si tu veux, là il y a tout un chemin qui est en train de se créer, il y a des jardins, il y a des espaces verts. On peut imaginer énormément de choses. Voilà. Il y a du patrimoine, c'est un site qui ressemble à Arles, je trouve, dans toutes ses qualités. C'était juste pour dire non, c'est pas plein. À l'heure actuelle, il y avait les petites maisons avant où il y avait les Roms, où il y avait un projet qui avait été monté avec les Roms, et je veux dire, c'est pas plein, c'est vide ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'espace possible sur ce. Pardon, je remets des guillemets. La communauté d'agglomération nous a fait savoir que c'était plein. Alors, c'est vrai que ce projet auquel on collabore modestement en tant que convivencia, un projet qui doit émaner, qui doit agir sur toute la ville, mais je veux simplement dire, ce qui me semble très important, c'est la dimension quartier Trinquetaille. On a parlé de la dimension moyenne, je crois qu'il ne faut pas oublier parce que c'est important, avec les gens de la ville, ça peut être une autre discussion très très liée à tout ce qui a été dit précédemment. Il ne faut pas oublier que ce quartier, il a deux richesses très importantes qu'il faut prendre un peu mettre. C'est un Emmaüs et deux les Roms, justement, qui sont tout près et qu'ils devraient aussi se situer dans ce cadre et peut-être développer. Ça me semble important de faire partie aussi à 100%. En plus, Emmaüs et la récupération de cette tradition, ce qui va être important, je vais le faire la suite, je le souhaite, et les Roms qui font partie aussi de la ville de Darla à 300%. Tout à fait d'accord. Donc oui, sur la dimension du tiers-lieu comme entre guillemets lieu citoyen pour la fabrique de la ville. Enfin, en tout cas, nous si on a organisé cette table ronde, c'était aussi pour se questionner sur comment les citoyens peuvent avoir plus de poids et plus de rôle dans la fabrication de la ville. Donc oui, ça paraît être un aspect intéressant. Voilà, je veux juste aussi souligner qu'il existe déjà des choses, et notamment il y a un pays dans la transition, je ne sais pas si vous travaillez avec, et notamment souligner qu'il y a une soirée, enfin une journée la semaine prochaine où il y aura des élus qui viennent d'autres territoires, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui... Oui, sur la démocratie participative. Sur la démocratie participative. Donc voilà, c'était pour savoir si vous étiez en lien avec le pays dans la transition et s'il y avait des ponts à ce niveau-là. Oui, avec la compère, avec des membres en fait de Pays d'Arles en transition très régulièrement. Ils sont venus effectivement à des réunions et je pense qu'on Oui, j'ai remarqué partie qui aurait pu en parler beaucoup mieux que moi, mais donc oui, c'est donc la semaine prochaine, samedi, à partir de 16h30 à Chapelle-Méjean, en présence de Marie-Louise Bourdon, Marie-Louise Bourdon ne pourra pas dire, en présence de Pierre Leroy, président de la communauté d'agglomération de Briançon, qui notamment a délégué le PLU, le plan local d'urbanisme, à ses citoyens, avec beaucoup de difficultés, puisque quand aux premières réunions il n'a eu personne, il est allé les chercher lui-même physiquement, pour leur dire c'est votre territoire, venez décider. Et venez discuter et décider. Et qui j'oublie, et oui bien sûr, et Édouard Chollet, le maire de Barjac, qui a développé la cantine biologique et notamment tout ce qui va autour, c'est-à-dire une politique publique de remise en agriculture biologique des champs et des fermes autour. D'ailleurs en partenariat avec le Conseil de la Bien sûr. Et donc,
un mot là-dessus, par rapport au sujet, sur quoi je voulais un peu raccrocher les wagons. Donc, j'ai été animatrice du conseil de développement pendant plusieurs années, qui est une instance de participation citoyenne de la ville qui a été en partenariat sur certains temps comme celui-ci. Et je voulais justement faire le parallèle avec le tiers-lieu et pourquoi ça m'a particulièrement intéressée. Moi, on m'a demandé d'animer une forme très institutionnalisée de participation citoyenne, que sont les conseils de développement. Il y a les conseils citoyens, conseils de quartier, etc., qui existent, qui sont pensés comme des assemblées et qui vont, si vous avez des questions, je peux revenir sur les multiples freins qui sont beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser les politiques. Je crois que les politiques qui sont moins contre que s'ils ne savent pas se servir de cet outil, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, il y a tout un tas de freins culturels, etc., plutôt de pratiques qui font que ces instances ont du mal à fonctionner. Et ça m'a amené à me poser souvent la question justement de tous ces freins, de pourquoi la participation citoyenne ça marche pas, pourquoi quand on fait une réunion SCOT il y a 20 personnes, alors que c'est quand même l'avenir d'urbanisme du territoire, etc. Donc on se pose ces questions, et dans le même temps je voyais monter justement de cette initiative citoyenne qui passait par le faire, c'est-à-dire dans le même temps où péniblement on a 20 personnes sur un sujet majeur d'aménagement du territoire, on se rend compte que dans les collectifs il y a du monde, que dans un projet comme celui-là, on a facilement un dimanche à 14h une cinquantaine de personnes, que dès lors qu'il s'agit de faire ensemble, il y a du monde. Quand on participe dans le concret, il y a du monde. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un lien à faire entre les deux, peut-être qu'il faut aller chercher par là, peut-être que par contre ça donne un signal très négatif de la vision du politique, c'est-à-dire qu'on ne veut plus aller faire du délibératif, on a l'impression que ça ne sert à rien, qu'on ne sera pas entendu. Par contre, aller planter avec d'autres dans les œuvres comestibles, par exemple, etc. Ça, il y a des gens qui ont envie de faire. Dans le faire, dans le concret, on a envie d'être un citoyen. Et aujourd'hui, on a moins envie d'être un citoyen dans ces instances un peu délibératives. Et ça m'inquiète, parce que néanmoins, aujourd'hui, ma crainte, je participe avec beaucoup de bonheur à cette aventure-là, je la trouve formidable. Ma seule crainte, c'est qu'on se construise des bulles heureuses. Alors, on vit entre bourgeois un petit peu quand même si on est parfois que des bourgeois culturels et quand on n'est pas des bourgeois d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'abandon, justement, des espaces réels politiques. En tout cas, ça ne doit pas nous faire oublier. Et donc, ce lieu-là, il devra aussi permettre ça, qu'il y ait des espaces, je dirais, de parole politique, mais au sens très large du terme. Des moments comme celui-ci, justement, dans ce type de lieu, c'est essentiel. Parce que ce délibératif, c'est bien d'être dans le faire, des citoyens dans le faire, il faut aussi l'être dans le politique, je crois, parce que sinon ça peut se faire sans nous. Donc pour poser, moi je pense qu'il faut être dans les deux espaces, en tout cas, et d'où l'importance de moments comme aujourd'hui, où on va dans le fond et où on pense ensemble, où on discute ensemble.